Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire proposé par la plateforme d'observation sociale Occitanie. Je m'appelle Hélène Lecomte, je suis l'animatrice de cette plateforme et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre en ligne que nous consacrons ce matin à l'observation sociale de la protection de l'enfance. Alors nous allons vous présenter 3 dispositifs qui permettent de mieux connaître les publics qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Avant d'introduire le sujet et de vous présenter les intervenantes, je souhaite m'adresser plus particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la plateforme d'observation sociale. Je crois qu'il y en a quelques-uns ce matin. Je vais donc vous la présenter rapidement pour que vous compreniez dans quel cadre ces webinaires vous sont proposés. Alors, la Poste Occitanie, elle est portée par la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. L'objectif principal de cette plateforme, c'est de favoriser à l'échelle régionale le partage de connaissances entre les acteurs du secteur social et sanitaire pour mieux comprendre les phénomènes sociaux observés et adapter en conséquence l'action sociale. Tous ces acteurs ont des savoirs complémentaires qui sont utiles aux autres. Ils partagent dans le cadre des travaux que nous menons conjointement au sein de la plateforme des données d'observation, des retours d'expérience sur des expérimentations, des réflexions sur leurs pratiques, mais aussi des méthodes et des outils. Ces échanges favorisent également une meilleure interconnaissance des acteurs à l'échelle régionale et infra. Je vais m'arrêter là pour cette présentation, mais pour plus d'informations et notamment pour savoir qui sont les partenaires de la plateforme, je vous invite à consulter notre site internet www.post-occitanie.fr. Vous y trouverez également sur ce site des ressources documentaires que nous partagent les partenaires et puis également des publications de la plateforme comme par exemple des synthèses qui reprennent les principales informations et idées échangées par les participants de nos journées d'échange biannuelles. La dernière en date, elle portait sur la lutte contre le non-recours aux droits sociaux et elle sera en ligne très bientôt. Je vais maintenant vous présenter les intervenantes qui ont accepté de nous parler de ces dispositifs statistiques et de terrain qui aident à mieux connaître les publics pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et à mieux comprendre leurs besoins spécifiques. Mesdames, je vous invite maintenant à me rejoindre. Bonjour. 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 Bonjour à toutes, merci à toutes d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais vous présenter brièvement et après on rentrera dans le vif du sujet, je vous passerai la parole. Mesdames Clara Vinceneux et Marie Castagnier, vous travaillez au pôle protection de l'enfance de l'adresse, les statistiques publiques en santé et en social. Vous allez nous expliquer comment s'articule le dispositif statistique sur la protection de l'enfance. Vous nous donnerez à voir quelques données récentes sur l'évolution du nombre de mesures de l'ASE et vous avez également une annonce à nous faire sur la disponibilité dans un futur proche de données concernant les enfants en situation de handicap, qui intéressera également vos collègues qui hochent la tête, vos collègues à l'écran. Après cela, vous nous parlerez plus en détail du dispositif Olympe, de son objet, de ce qu'il peut permettre, comment s'organise le recueil des données auprès des conseils départementaux et ce que vous avez mis en place depuis que vous le pilotez, donc depuis 2023, pour faciliter la saisie et la remontée des données. Vous nous ferez également, pour finir, une rapide démonstration de DataZe, qui est un outil de data visualisation avec des données locales, je crois, qui montre comment on peut se saisir localement des données Olympe et à quoi cela peut servir. Voilà pour votre présentation. Mesdames Sandra Hatché et Lika Attari, vous êtes respectivement chargées de mission inclusion sociale et lutte contre les inégalités et chargée d'études cohésion sociale à la DRETS Occitanie. Vous allez nous parler des pupilles de l'État. Après avoir rappelé qui sont les pupilles de l'État et comment se répartissent les compétences autour de leur prise en charge, vous nous parlerez de l'enquête annuelle qui est conduite par l'Observatoire national de la protection de l'enfance et vous allez nous en présenter quelques résultats. Et enfin, après ces différents dispositifs statistiques, c'est un dispositif de terrain, si on peut l'appeler ainsi, qui va nous être présenté par Madame Christelle Jegou,
Jegou ou Jégou, je ne vous ai pas demandé, madame. J'ai goût. Madame Christelle Jégou, qui est chargée des droits des enfants confiés à la direction enfance, petite enfance du conseil départemental du Gard, et Madame Laura Domenech, par Madame Laura Domenech-Collin, qui est le chef de service de la maison de répit Intervalle. C'est de ce dispositif prénommé Intervalle, donc, qu'elles vont nous parler à deux voix, et elles vous expliqueront pourquoi à deux voix, pourquoi c'est important pour elles. Ce dispositif, il n'a pas vocation première, il n'a pas pour fonction première de mieux connaître les enfants dits à double vulnérabilité, ces enfants pris en charge par l'ASE et en situation de handicap, contrairement peut-être aux dispositifs statistiques qui vont nous être présentés préalablement. Néanmoins, nous allons de fait, en les écoutant, en apprendre plus sur ces enfants et sur leurs besoins spécifiques. Nous allons également comprendre au travers de ce dispositif qui est, disent-elles, une belle réussite, comment on peut mieux accompagner ces enfants et leurs familles d'accueil, le temps d'un répit pour les aider ensuite à mieux vivre leur quotidien. Voilà pour les présentations. Après ce sommaire donc, qui vous donne à voir la richesse de ces interventions, je passe la parole sans plus attendre aux représentantes de l'adresse. Madame Vinceneux et Madame Castagnier, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, on va partager le support. OK. Alors, tout d'abord, quelques informations sur notre dispositif statistique sur la protection de l'enfance. Donc, il s'appuie sur 2 enquêtes historiques produites à l'adresse donc, de longue date. La première, vous la voyez s'afficher à l'écran, c'est l'enquête aide sociale volet bénéficiaires de l'ASE. L'enquête aide sociale, c'est une enquête qui est produite au sein du bureau des collectivités locales dans lequel on est toutes les deux avec Marie et qui contient différents volets thématiques. Donc, il y a par exemple un volet sur la PMI, un volet sur les personnes âgées, personnes handicapées, sur les dépenses, sur les professionnels du social et donc un volet sur les bénéficiaires de l'ASE. Cette enquête, elle est administrative, elle est annuelle. Elle permet donc depuis 1998 de recueillir des données agrégées en stock en fin d'année auprès de tous les conseils départementaux. Aux côtés de cette enquête, nous avons l'enquête établissements et services de la protection de l'enfance que vous connaissez peut-être sous le nom ESPE. Donc cette enquête, elle est également administrative, mais elle est réalisée en moyenne tous les 4 ans. Depuis 1982, donc évidemment, elle a évolué depuis 1982, mais on conserve des informations sur la protection de l'enfance. Elle permet de recueillir des données individuelles et non pas agrégées, également en stock en fin d'année. Et cette enquête, elle est réalisée auprès de l'ensemble des établissements et services de la protection de l'enfance, donc y compris auprès des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis donc récemment, depuis le 1er janvier 2023, nous avons repris le dispositif Olympe, donc on va y revenir plus longuement par la suite. Olympe, c'est pour observation longitudinale, individuelle et nationale en protection de l'enfance. Donc ce n'est pas une enquête, c'est un dispositif de collecte, c'est-à-dire qu'on demande aux conseils départementaux de transmettre une base de données, et non pas des données agrégées, où ce sont des données individuelles, mais c'est même plus fin que des données individuelles. C'est un dispositif qui existe depuis 2012, repris par l'adresse en 2023, et qui est réalisé, donc, comme je le disais, auprès de l'ensemble des conseils départementaux. Et puis, aux côtés de ce dispositif global statistique qui nous permet de produire nos principales statistiques, on va également chercher d'autres informations. Donc, ça peut être par l'intermédiaire d'enquêtes ponctuelles sur des thématiques particulières. Donc là, je vais me concentrer sur les 2 premières que vous voyez s'afficher à l'écran. L'enquête sur les assistants familiaux qui a été menée en 2021 et qui a déjà conduit à 2 publications et bientôt une 3e qui permet notamment de savoir comment se passe le travail au quotidien des assistants familiaux, qui sont les enfants accueillis dans ces familles, quelles sont les difficultés au quotidien, etc. Et puis, l'enquête autonomie dans les établissements de l'ASE qui fait l'objet du suspense de l'introduction, puisque c'est grâce à elle qu'on va être en mesure de produire très bientôt un ensemble de statistiques sur les enfants en situation de perte d'autonomie ou de handicap dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, on ne s'interdit pas d'aller chercher également de l'information dans d'autres sources qui ne sont pas spécifiquement dédiées à la protection de l'enfance, mais dans lesquelles on peut repérer soit des professionnels, soit des enfants, soit des assistants familiaux, donc en lien avec la protection de l'enfance.
Alors, comment les sources s'articulent? Donc, l'enquête aide sociale volet bénéficiaires de l'ASE, ça nous permet chaque année de produire des informations telles que le nombre de bénéficiaires, une répartition par sexe et par âge. Ça nous permet également d'avoir une répartition fine en fonction des mesures d'ASE mises en place. Et ça nous permet également d'avoir quelques informations sur l'origine de la prise en charge. Évidemment, c'est non exhaustif, mais c'est pour vous dresser un petit tableau rapide. L'enquête ESPE, quant à elle, elle permet d'avoir des informations individuelles sur les enfants accueillis, mais aussi les enfants sortants de ces établissements. Elle permet d'avoir des informations sur l'offre d'accueil, donc la capacité d'accueil, le taux d'encadrement, la capacité effective occupée, et puis des informations sur le profil des personnels qui y exercent, ce que ne permet pas donc l'enquête aide sociale volet bénéficiaires de l'ASE. Alors, le gros avantage de ces sources, c'est que ce sont des sources de référence. Comme vous l'avez vu, elles datent de très longtemps. Donc, ça nous permet de produire des statistiques fiables et stables dans le temps, chaque année ou tous les 4 ans pour l'enquête ESPE. Mais l'inconvénient, c'est que ce sont des sources qui nous permettent de produire des informations en stock en fin d'année, donc pas de suivi de parcours de l'enfant, parfois sur un champ partiel. Donc, vous voyez, l'enquête ESPE, c'est uniquement sur des enfants qui sont accueillis à l'aide sociale à l'enfance dans les établissements. Et puis, du coup, l'ensemble de ces 2 enquêtes ne nous permet pas de répondre à certaines problématiques. Donc, la réponse à toutes ces difficultés, c'est le dispositif Olympe. Donc, on va y revenir et on va vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, il ne permettait pas de répondre à ces problématiques non couvertes. Alors, je passe très vite sur cette diapo, mais vous aurez toutes les références des dernières publications produites par l'adresse sur le sujet de l'aide sociale à l'enfance. Et j'arrive à quelques données récentes. Donc, comme je vous le disais, on produit chaque année des statistiques de référence à partir de l'enquête aide sociale volet bénéficiaires de l'ASE. Et en général, on publiait des données définitives au 31 décembre de l'année suivante, enfin en fin d'année, disons fin décembre de l'année suivante. On a eu beaucoup de demandes pour produire ces statistiques plus tôt et donc publier des données provisoires. Donc, ça évite aussi la charge d'enquête qui pèse sur les collectivités quand d'autres institutions que nous vont aller chercher des informations en parallèle de nos enquêtes pour produire plus vite des informations plus fraîches. Donc, juste quelques données récentes qu'on a présentées en conférence de presse il y a 1 semaine et demie. Donc, vous voyez ici l'évolution du nombre de mesures d'aide sociale à l'enfance et du nombre de bénéficiaires au 31 décembre de chaque année. Donc, ce que vous voyez tout à droite, c'est les dernières données qu'on a publiées. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Là, c'est juste un petit aperçu, mais vous avez les données publiées en ligne auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, au 31 décembre 2024, on a 402 400 mesures d'aide sociale à l'enfance ouvertes. Parmi celles-ci, on en a 56% qui sont des mesures d'accueil à l'ASE, donc soit 223 200 mesures, et 44% qui sont des actions éducatives, donc des aides à domicile, 179 200 mesures. Et puis, vous voyez en rouge un petit total des bénéficiaires d'une mesure d'ASE qui s'affiche. Donc, comme vous le voyez, le point se situe sur 2023 et pas sur 2024 parce que ça nous demande un travail méthodologique assez complexe parce qu'en effet, certains bénéficiaires peuvent bénéficier simultanément d'une mesure d'accueil et d'une mesure d'aide à domicile. Donc ça, c'est un travail d'estimation qu'on fait par la suite. En termes d'évolution, vous voyez ici que depuis 20 ans, on constate une augmentation de 44% des mesures d'aide sociale à l'enfance. Donc ça, on l'explique parce qu'il y a un renforcement de la prévention, de la détection et donc de la mise en place de mesures d'aide sociale à l'enfance. On entend aussi souvent les conseils départementaux nous dire qu'on a un meilleur repérage des négligences, qui n'étaient pas forcément des motifs d'entrée auparavant à l'aide sociale à l'enfance. Et puis, on a aussi une augmentation des mineurs non accompagnés qui explique cette hausse constatée depuis 20 ans. Et sur l'année la plus récente, donc entre 2023 et 2024, on a une hausse de 1,4% du total des mesures d'ASE. Et on a la même augmentation, que ce soit pour les mesures d'accueil à l'ASE et pour les actions éducatives de part et d'autre.
Alors, quelques mots sur la prise en charge des enfants en situation de handicap par l'ASE. Donc ça, ce sont les données les plus récentes dont on dispose, mais comme je vous le disais, prochainement, on en aura d'autres à partir de l'enquête autonomie qui a été réalisée dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a plusieurs sources qui nous permettent d'établir des statistiques sur le handicap. La source ES Handicap 2022, donc c'est une enquête qui est réalisée auprès des établissements et services pour personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Et dans ces établissements, on repère les enfants qui bénéficient d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Donc, on en a 26 000 fin 2022, jeunes accompagnés par ces structures qui bénéficient d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Donc, 15% de l'ensemble de ces jeunes handicapés accompagnés par ces structures ont une mesure d'aide sociale à l'enfance. Alors, cette enquête nous permet de dire que les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance parmi ces jeunes sont plus souvent atteints de troubles du psychisme, du comportement ou de la communication. L'autre source qui nous permet d'établir des statistiques sur le handicap, c'est l'enquête ESPE dont je vous ai parlé, Établissements et services pour la protection de l'enfance. Et dans cette source, donc, on repère ceux qui ont une reconnaissance de handicap parmi les enfants accueillis dans un établissement de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ça représente 15% des enfants qui sont accueillis dans ces établissements. Et enfin, une dernière statistique calculée à partir de l'enquête réalisée auprès des assistants familiaux en 2021, qui nous dit que 23%, donc plus que les 2 pourcentages que vous avez vus précédemment, c'est des choses qu'on sait, mais là qu'on a pu observer, donc 23% des enfants accueillis chez une assistante familiale en 2021 bénéficient d'une reconnaissance administrative de handicap. Donc il y a une surreprésentation parmi les familles d'accueil des enfants en situation de handicap. Je passe maintenant au dispositif Olympe. Alors, le dispositif Olympe, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous le disais, Olympe, c'est pour Observation longitudinale individuelle nationale en protection de l'enfance. Donc, c'est un dispositif qui a été créé par le législateur en 2012 et confié à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Ce dispositif, il a pour objectif de suivre le parcours des enfants dans le temps de façon exhaustive. Donc, il vise à recueillir l'ensemble des mesures depuis 2012, ouvertes puis fermées, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Il permet de recueillir des informations sur le parcours, sur la situation de danger ou de risque de danger qui est à l'origine de la mise en œuvre des mesures, sur le cadre de vie sociale et familiale de l'enfant et sur le profil socio-démographique, évidemment. C'est une obligation légale pour les présidents de conseils départementaux de transmettre ces données chaque année, donc historiquement à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et désormais à l'adresse. Mais ce dispositif, on s'est aperçu qu'il était méconnu et que finalement, il fallait un petit peu le rénover pour faire en sorte d'augmenter le taux de couverture. On va y revenir. Alors, quand on a repris le dispositif Olympe, le taux de couverture était très faible. Moins de 10 départements communiquaient des données à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Donc, on s'est fixé 2 objectifs. L'un des 2 était fixé par la loi. C'est évidemment assurer la collecte Olympe. Et le second, c'est rationaliser, faire en sorte que ce dispositif soit moins lourd pour les conseils départementaux, mais surtout répondre à un vrai besoin local de disposer de données qui parlent, avec un vocabulaire qui parle, des données utilisables, d'où la mise en œuvre de l'outil de data visualisation. Donc, vous voyez ici 4 axes de travail qu'on s'est fixés. Donc, rationaliser, faire en sorte de faire de l'existant un point de départ, en intégrant les besoins des départements, travailler sur les référentiels et sur les nomenclatures, en définissant un vocabulaire commun, identifier des appariements possibles pour réduire le périmètre de collecte, et c'est à nous, DRES, d'aller chercher des informations complémentaires dans le système statistique public, par exemple des données de scolarité auprès du service statistique ministériel de l'Éducation nationale. Donc voilà, faire en sorte d'avoir un périmètre qui ait du sens. Le deuxième axe de travail, c'est faire en sorte de créer du lien. Donc, aller contacter les départements, comprendre qui devrait être en charge de la mise en place de ce dispositif localement, mettre en place un espace collaboratif, faire en sorte que les collectivités se parlent entre elles sans intervention de l'adresse sur ce sujet pour que ça monte en charge et que chaque département puisse devenir un petit peu autonome pour la construction de sa base de données.
accompagner. Donc ça, depuis le début, on est très disponible, enfin en tout cas on l'espère, on essaye de l'être, pour répondre aux questions des conseils départementaux qui souhaitent entrer dans cette démarche. Donc on essaye de travailler avec les conseils départementaux de façon itérative pour faire en sorte, encore une fois, d'alléger la charge, que ce ne soit pas un trop gros coup d'entrée, parce qu'on est bien conscient que le partage, la saisie des données, la fiabilisation, la transmission, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, et c'est pas facile. Donc, on essaye de faire ça. Et puis, le dernier point, c'est rendre les données utiles. Donc, faire en sorte que ce qui est produit in fine et ce qui nous est transmis est un intérêt local. Donc, faire en sorte de remettre à disposition les données, mais de façon intéressante, avec des indicateurs qui parlent et des graphiques, des mises en forme de données qui soient utiles. Et je laisse la parole à Marie pour la suite. Je vais reprendre un peu ce qu'a dit Clara. Donc, à la reprise du dispositif en 2023, on a fait passer une petite enquête auprès de tous les conseils départementaux en charge de l'ASE, donc une enquête pour mieux vous connaître, qui avait pour objectif d'avoir d'une part un aperçu sur la disponibilité au sein des conseils départementaux des informations qui étaient demandées ou qui sont demandées dans le dispositif Olympe, et d'autre part de comprendre comment l'information circulait au sein des conseils départementaux, et notamment du coup ça nous a permis d'identifier les freins à la collecte de données. Les résultats de cette enquête, ils nous ont permis d'identifier des axes de travail. Donc, on a présenté plusieurs thématiques d'ateliers pour avis aux conseils départementaux. Et depuis 2 ans, on a mis en place plusieurs ateliers. Donc, des ateliers qui portent sur le périmètre des données, donc sur ce qui est attendu dans le dispositif Olympe. Par exemple, on a eu des ateliers sur les mesures et les décisions. Et d'un autre côté, des ateliers plus sur l'aspect collecte, sur comment convaincre de la saisie, l'intérêt de la saisie. Donc, dans ces ateliers, on a beaucoup de départements qui présentent des démarches locales donc pour améliorer et fiabiliser les données. On a aussi mis en place des comités utilisateurs pérennes pour aider les collectivités à travailler avec les éditeurs de logiciels. Donc, sur l'aide sociale à l'enfance, on a 3 gros éditeurs et dès la reprise du dispositif, on les a contactés. On a pu bénéficier d'une démonstration des solutions logicielles et on a mis en place ces comités utilisateurs avec leur accord. Donc, c'est des comités utilisateurs en 3 temps. Une première partie où on réunit les collectivités locales qui utilisent un éditeur en particulier, donc pour parler de la solution, pour faire remonter les besoins et pour mutualiser les bonnes pratiques également. Dans un deuxième temps, on fait une bilatérale avec l'éditeur. Et la dernière réunion, c'est une réunion où on met en présence l'adresse, l'éditeur et les collectivités territoriales pour échanger sur l'outil. On a également mis en place un espace collaboratif à destination des collectivités, donc un espace Olympe où on met tous les comptes rendus des différents ateliers, les supports de présentation et toutes les choses à savoir sur le dispositif Olympe. Clara en reparlera tout à l'heure, mais on a mis en place un outil data visualisation qui permet aux collectivités, qui permettra d'avoir un aperçu des indicateurs sur les données aide sociale et sur les données Olympe quand elles sont disponibles, et on a mis en place un projet de tutorat de collectivité locale. Donc, c'est un projet de tutorat entre collectivités qui utilisent une même solution logicielle. C'est des groupes de 10 départements avec généralement 2 à 3 départements tuteurs qui peuvent être contactés pour des questions de mise en place d'extracteurs ou pour échanger, pour donner des bonnes pratiques sur leur utilisation des logiciels et sur la mise en place des remontées de données Olympe. Donc là, on va faire quelques petits exemples de conclusion d'un atelier sur la collecte des données, sur comment organiser la saisie au sein des conseils départementaux. Donc, en diminuant la charge de saisie, en limitant les outils, donc en renseignant toutes les informations sur une même seule solution logicielle. Parce qu'on a vu que parfois, les informations étaient saisies à divers endroits, donc sur des fichiers Excel, sur des notes et sur les solutions proposées par les éditeurs. Donc, préconiser une saisie régulière et complète, ne pas accumuler les dossiers au risque de ne plus être en capacité de rattraper le retard.
retravailler le circuit des données depuis le terrain, donc répartir la charge de saisie des informations, laisser aux agents administratifs en charge de la saisie la possibilité d'organiser leur temps de travail en fonction de leurs charges annexes et améliorer la mise en place de la gestion électronique des documents, la GED, pour éviter les échanges de mails et les supports papier. Un petit point sur la collecte Olympe, donc la collecte 2024 sur données 2023 et antérieures, qui a débuté en septembre de l'année dernière et qui s'est terminée le 31 mars 2024. 2025, oui. Donc, on a 58 départements qui nous ont transmis un fichier pour la collecte 2024. Donc, je n'arrive pas à voir, mais 54 départements qui ont transmis des données exploitables et 2 départements qui ont transmis des fichiers de gestion. On a fait un petit focus sur les départements de l'Occitanie pour que vous puissiez vous situer, voir un peu le dispositif Olympe en Occitanie. Donc, on a pour l'instant 5 départements qui ont transmis des données dans le cadre de la collecte 2024. Pour information, fin du mois, la collecte 2025 est lancée. Et comme l'a dit Clara, on se tient disponible pour échanger, pour voir comment votre département pourrait intégrer le dispositif Olympe en essayant de limiter les coûts d'entrée. Un petit aperçu de la montée en charge du dispositif Olympe. En bleu clair, on a les bases reçues par le passé par l'ONPE. Donc, on voit qu'en 2021, comme l'a dit Clara, moins de 10 départements transmettaient des données Olympe. Nous, à la reprise du dispositif, on a également demandé, lorsque c'était possible, d'obtenir l'historique de données au moins jusqu'à 2012 pour pouvoir reconstruire les parcours. Et on a même des départements maintenant qui nous transmettent par anticipation des données. Donc, on est très content de la dynamique que ça prend. Cette année, on a eu 58 départements. C'est la meilleure collecte annuelle et ça nous permettra de réaliser de premières analyses ou en tout cas d'en savoir un peu plus. Et quelques exemples de ce que le dispositif Olympe doit permettre une fois qu'il sera bien fiabilisé. Donc, ça permettra de calculer des délais de mise en œuvre et des durées de mesure ou de prestations, d'analyser les parcours en protection de l'enfance, d'analyser également l'impact des changements de lieu d'accueil sur le futur d'un jeune, d'étudier le devenir des sortants de l'ASE en termes d'études, d'insertion, de ressources, d'emploi et de santé. Ça, ce sera permis par les appariements, donc le rapprochement avec d'autres sources de la statistique publique qu'on pourra faire, d'analyser l'impact d'une séparation de fratrie sur le parcours de bénéficiaires de l'ASE, d'analyser les motifs de prise en charge par la protection de l'enfance et d'analyser le lien entre les informations préoccupantes et la prise en charge. Alors, je vais vous faire un rapide aperçu de l'outil DataZe qui sera bientôt mis à votre disposition, enfin, donc, en tout cas, à la disposition des directions enfance-famille au sein des conseils départementaux. Vous aurez de toute façon le diaporama, donc vous pourrez regarder un petit peu plus en détail, et c'est qu'un extrait, évidemment, vous allez voir, ce sera plus riche que ça. Donc, ça commence par une page de connexion avec un accès individualisé et une possibilité de visualiser son mot de passe. Évidemment, c'est un outil gratuit qui sera mis à votre disposition. Donc, il y a plusieurs onglets dans cet outil. Un onglet Olympe, un onglet Aide sociale volet bénéficiaire de l'ASE, un onglet qui permet de comparer les statistiques produites à partir de l'enquête Aide sociale volet bénéficiaire de l'ASE et d'Olympe. Et puis, enfin, un onglet Aide sociale volet dépenses. Et on réfléchit à intégrer aussi des données issues de l'enquête ESPE. Donc, vous voyez ici, on se situe sur l'onglet Olympe. Donc, il y a des sous-onglets, un sous-onglet enfant, un sous-onglet décision et mesures, un sous-onglet parcours, un sous-onglet flux et enfin un sous-onglet durée. Et on en a même ajouté un autre sur les délais de mise en œuvre des mesures. Donc, l'idée, c'est que par thématique, vous puissiez sélectionner des indicateurs, enfin un indicateur, sur lequel on a travaillé avec les collectivités. Donc, chaque indicateur a été réfléchi au cours de nos ateliers de travail avec les collectivités en charge de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, vous avez l'exemple du genre de l'enfant. Vous avez le graphique qui apparaît. Vous pouvez choisir de faire apparaître la valeur ou le pourcentage.
et vous pouvez choisir de rien faire apparaître du tout. Et bien sûr, vous pouvez exporter ce graphique et ces informations. Et à chaque fois, vous avez un petit tableau qui n'apparaît pas toujours, mais un petit tableau qui vous donne la répartition par modalité. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Là, on est dans le sous-onglet Décisions et mesures de la partie Olympe. Donc là, vous voyez qu'on a sélectionné la répartition des mesures administratives. Donc, vous avez le petit tableau qui s'affiche en bas. Donc, 87% de mesures d'action éducative à domicile, 10% d'accueil provisoire et 2% de mesures en faveur des pupilles de l'État. Donc, je passe, mais vous avez vu qu'il y aura aussi des éléments de parcours, des éléments de durée, des éléments de délai. Là, on est passé sur la partie enquête aide sociale volet bénéficiaire de l'ASE. Donc ça, ce sont des données publiques, donc accessibles à tous. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans un premier temps, la partie Olympe ne sera diffusée qu'au conseil départemental qui y aura accès. Donc, il n'aura accès qu'à ces données. À terme, on pourra envisager des comparaisons. En revanche, sur le reste, là, sur aide sociale volet ASE et aide sociale volet dépenses, comme ce sont des données publiques diffusées chaque année, on peut se permettre de faire des comparaisons. Donc là, par exemple, vous avez la répartition par tranche d'âge des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance fin décembre 2023, donc avec les données définitives les plus récentes. Et vous voyez qu'on peut comparer la moyenne nationale avec des départements. Donc là, c'est 2 départements qui sont en exemple, mais bien sûr, vous pourrez sélectionner les départements qui vous intéressent. Et vous pouvez choisir l'année qui vous intéresse également. Un autre exemple avec donc là, la répartition par mode de placement principal des enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance, avec le même principe. On a également un sous-onglet dans cette partie aide sociale volet bénéficiaire de l'ASE qui est relatif aux comparaisons annuelles. Donc là, vous sélectionnez un indicateur et ça vous permet de voir comment ça évolue dans le temps. Et là encore, vous pouvez vous comparer ou non à un ou plusieurs départements et vous pouvez également vous comparer à la moyenne nationale. Ça vous montre des tendances et vous pouvez ainsi voir comment se situe votre département comparativement à d'autres. Et puis enfin, on a un sous-onglet cartographie. Donc là encore, vous choisissez une thématique. Vous pouvez choisir dans cette thématique une variable. Donc là, pour vous donner un exemple, vous avez le placement en établissement au sein de la thématique mode de placement principal. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la carte, elle va vous représenter la situation de chaque département au regard de la part que représente le placement en établissement parmi l'ensemble des placements à l'aide sociale à l'enfance. Alors, on bascule sur la partie comparaison Olympe aide sociale. Donc là, le but de cet onglet, c'est de vous permettre de faire des comparaisons, de faire des contrôles sur ce que vous produisez, ce que vous nous transmettez comme données dans le cadre de l'enquête aide sociale et ce que vous nous transmettez dans le cadre d'Olympe. Donc, on recalcule des stocks en fin de mois à partir d'Olympe. Et évidemment, fin décembre, du coup, on peut comparer le stock en fin de mois calculé à partir d'Olympe au stock en fin de mois calculé à partir de l'enquête aide sociale. Donc là, vous voyez que sur ce département, ça fonctionne plutôt bien, puisque les barres grises, ce sont les stocks en fin de mois à partir de l'enquête aide sociale, et les barres bleues à partir d'Olympe, et vous voyez que c'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, donc rapidement, un aperçu de l'onglet aide sociale volet dépenses. Donc là, vous avez la répartition des dépenses brutes d'aide sociale à l'enfance par type de dépenses. Et puis, vous avez également des dépenses nettes. Là encore, vous pouvez travailler soit en stock, enfin pas en stock, soit vous pouvez travailler année par année, parce que c'est les dépenses annuelles, soit vous pouvez regarder des tendances annuelles en comparaison, comme vous le voyez apparaître ici. De la même façon, vous pouvez vous comparer avec d'autres départements. Voilà, je suis passée vite, mais vous aurez le temps de regarder un peu plus en détail avec le diaporama. Merci beaucoup pour votre attention. Véronique Fréchin vous demande qui pourra accéder à cet outil DataZe. Merci. Alors, Elika lui répondait, ce sont les directions enfance des conseils départementaux qui pourront y accéder, mais elle vous demande confirmation.
Oui, alors merci pour cette question. Effectivement, dans un premier temps, c'est un outil qui a plutôt vocation à accompagner et à alimenter les directions enfance-famille. Donc, on va ouvrir les accès plutôt à nos collaborateurs, donc les personnes qui travaillent avec nous dans le cadre des ateliers. À terme, évidemment, quand les données seront diffusées de façon plus large, ben, on réfléchira probablement à un autre mode de diffusion de données. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'on a un autre outil que je n'ai pas présenté ici qui s'appelle l'outil VILAS, qui est un outil de l'adresse et qui couvre l'ensemble des thématiques du social, qui est en accès libre et il est en train d'être revu aussi pour être mieux alimenté, notamment sur la thématique de l'aide sociale à l'enfance. Donc, à terme, on alimentera aussi cet outil pour qu'il soit ouvert à tous. Mais effectivement, c'est plutôt à destination des directions enfance-famille pour le moment. D'accord, merci. Elle demande en complément, allez-vous vous rapprocher des CPAM pour avoir des données santé? Alors, les données santé, nous, on va plutôt aller les chercher directement via l'adresse, donc par appariement de données, notamment avec le SNDS, qui est une source très riche de données de santé. On ne va pas aller directement chercher les données CPAM. En revanche, on encourage les départements, évidemment, à travailler des partenariats avec les MDPH. Et je vous dis juste un mot aussi d'une démarche un peu plus large sur la refonte des systèmes en protection de l'enfance. Donc, il y a une démarche plus large qui est menée par la Direction numérique en santé, la Direction générale de la cohésion sociale et à laquelle on est associé, notamment au titre d'Olympe, puisqu'on est un peu précurseur sur ce sujet-là. Et cette démarche, justement, elle a vocation à mettre en lien les systèmes d'information de l'aide sociale à l'enfance et les systèmes d'information MDPH. Donc, il va y avoir un travail au niveau national qui, normalement, devrait faciliter le rapprochement des données. Mais nous, les appariements, c'est plutôt entre services statistiques ministériels. D'accord. Bon, vous y avez répondu en partie, mais comme la question est un petit peu plus complète, je vous la pose quand même. Est-ce qu'un service enfance-jeunesse d'une ville pourra avoir accès à ces données, notamment pour faire sens dans le cadre de la CTG, de la CAF et du Pacte des solidarités? Alors oui, on a beaucoup de demandes d'ouverture de cet outil, alors même qu'il n'est encore pas diffusé. Mais voilà, en fait, on a aussi pris un engagement vis-à-vis des conseils départementaux qui nous transmettent de premières bases de données. Nous, on les analyse, on vérifie que c'est fiable, on fait des retours. Et donc, on s'est engagé à ne pas diffuser ces données-là tant qu'elles n'étaient pas fiabilisées et tant qu'on n'avait pas averti justement l'ensemble des départements qu'on allait ouvrir. Donc, pour le moment, dans le projet de rationalisation, on ferme et c'est vraiment des accès unitaires. Mais à terme, on espère bien que ça pourra aider les politiques publiques plus largement que les directions enfance-famille. Alors, du coup, elle vous demande également quelle date prévisionnelle de l'ouverture totale, vous savez? Compliqué de dire, ça dépend un peu des conseils départementaux qui nous répondent, hein, parce que évidemment, plus on fiabilise vite, plus on pourra alimenter et plus on pourra ouvrir vite. Là, comme le disait Marie, on est à 58 départements qui nous ont transmis des données, donc on est très contents. Il y a eu vraiment un gros effort fait par les conseils départementaux et on les en remercie parce que c'est une charge de travail importante. On sait que d'autres départements vont entrer dans le dispositif là en 2025, donc on espère que l'année prochaine, on aura un taux de réponse national qui sera satisfaisant. Et donc, sous réserve de la qualité des données, à mon avis, ce ne sera pas avant 2027-2028 une ouverture de cet outil. Ce serait, à mon avis, pas raisonnable de dire que ce serait ouvert avant. Mais voilà, 2027-2028, on peut peut-être envisager ça. Et pour les conseils départementaux, par contre, c'est imminent. Ça va être dans les semaines à venir. Ok. Une question d'Elisabeth Stelbrink, ou Stelbrink, madame. Bonjour, est-ce qu'il est possible de donner des données incomplètes si, par exemple, on n'a pas actuellement l'outil pour enseigner annuellement les durées de placement? Et si oui, est-ce que cela pénalise la fiabilité des indicateurs et des analyses? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas insisté, mais dans l'accompagnement qu'on fait, justement, on vous encourage à nous transmettre ce que vous avez. Et ensuite, Marie, dès qu'elle reçoit une base de données, elle l'analyse, elle produit un rapport automatique et elle vous informe de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et ensuite, on travaille de façon itérative avec vous pour améliorer le contenu. Donc, ça peut être fiabiliser les variables, ça peut être élargir le champ. Mais oui, tout à fait, et on vous y encourage fortement parce que ça permet, vous, d'avoir un premier retour sur l'état de la situation. Et nous, ça nous permet aussi d'intégrer au moins une partie de vos données dans nos analyses. Et encore une fois, on ne produira pas de données départementales sans votre accord et on ne produira pas de données départementales s'il ne nous semble pas que ce soit fiable. Et là, comme vous le disiez, Marie, on n'a pas publié sur la collecte précédente. Là, on va le faire au niveau national sur un nombre restreint d'indicateurs où on s'assure qu'on pense que c'est fiable.
OK, très bien, merci, pour ces précisions. Je vous laisse arriver, les dernières questions. On a vos coordonnées dans le diaporama, hein. C'est-à-dire que pour des compléments d'information, justement pour mettre en place, cette collecte d'informations, on peut vous écrire à votre adresse mail ou vous appeler. Donc, le support de présentation vous sera même un petit peu plus complet, il me semble. Voilà, c'est ça, me disait Clara, vous sera, transmis, à l'issue du webinaire. Bah, je vais vous remercier, mesdames, de votre présentation très complète et puis, nous allons donc passer la parole maintenant à Sandra Hadjer et Elika Attari de la DRETS Occitanie qui vont nous parler des pupilles de l'État. Et je les invite à me rejoindre. Et c'est quand vous voulez. Oui, bonjour à tous. Donc, tout le monde m'entend, je peux intervenir. Merci Hélène de me confirmer. Mm. Donc, je suis Sandra Hadjer, je travaille à la DRECT, comme indiqué, Occitanie depuis fin 2023 et j'interviens sur des missions liées au pacte des solidarités, mais surtout et prioritairement aux politiques de protection de l'enfance. Je vais vous présenter aujourd'hui un travail qu'on a conduit suite à mon arrivée en poste avec Elika Attari, qui, elle, travaille, elle vous le présentera plus largement au service statistique de la DRETS. Et ce travail a été mené évidemment avec les collègues qui sont en direction départementale. Ce bilan avait pour nous avait un objectif essentiel, c'était de mettre en lumière les pupilles de l'État, des publics qui relèvent de la protection de l'enfance, mais qui sont beaucoup moins bien connus, peut-être que encore, on va dire, parce que les enfants protégés sont, on l'a dit, encore insuffisamment connus, mais les pupilles de l'État sont des enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel, bien souvent, on n'a pas conscience qu'il existe ce statut. Donc, je vais vous présenter le statut des pupilles. Donc, les pupilles sont des enfants mineurs qui ont perdu tout lien avec leurs parents ou leur famille. Donc, c'est pour des motifs, pour 3 motifs en fait, qui sont l'absence de parents. Alors, lorsqu'on dit absence de parents, c'est, des enfants qui sont nés sous le secret. Vous avez peut-être, entendu parler de ces enfants, c'est les enfants qu'on appelait, avant, nés sous X, qui sont, des enfants nés sous le secret, mais aussi des enfants qui deviennent pupilles plus grands, parce que dans le cadre, d'enfants qui sont orphelins de père et de mère et pour lequel il n'y a pas pu se mettre en place de tutelle familiale. Il y a aussi des enfants dont les parents ont confié l'enfant à l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, et nous le verrons tout à l'heure, de plus en plus d'enfants pour lesquels une décision de justice a été posée, soit de retrait, soit de l'autorité parentale, soit des enfants pour lesquels la justice a pris une décision de délaissement parental. Alors, pourquoi vous parlez plus précisément de ces enfants pupilles de l'État? D'abord parce que, le nombre des pupilles a considérablement augmenté, depuis un peu moins de 10 ans, puisqu'on a aujourd'hui plus de 5 000 enfants pupilles en France, dont on disait 342 en Occitanie au 31 décembre 2023. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 400 enfants pupilles en Occitanie, début 2025. Or, ces enfants, on le disait, sont mal identifiés par les services, qui en ont la charge. C'est pourquoi il y a une telle augmentation, c'est depuis la loi de 2016 sur la protection de l'enfance, la il est plus aisé pour la justice de prendre une décision de délaissement parental. Plus d'enfants sont déclarés,
délaissés, ce qui permet une prise en charge et la construction de projets de vie pour l'enfant, plus adaptés à sa situation. Alors, ces enfants, sont des enfants pour lesquels la compétence est un petit peu particulière et d'où l'importance de le rappeler, puisqu'en fait, le tuteur des enfants pupilles de l'État, c'est le préfet de département. Et cette compétence est alors quand on dit tuteur, ça veut dire on doit entendre, l'autorité parentale est confiée au tuteur, donc au préfet de département qui délègue cette compétence à un agent de la direction départementale, de l'emploi, du travail et des solidarités et cette compétence est partagée avec, le conseil de famille et des pupilles de l'État. Donc ce conseil de famille est constitué de 9 membres dont le tuteur et pour que vous situiez un petit peu, ce qui sont ces membres, ça va être des représentants élus du conseil, départemental, ça va être aussi des représentants associatifs qui sont représentants des familles adoptantes, représentants des anciens enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ou représentants, des unions familiales. Donc à ce titre-là, heu, donc on a 2 acteurs qui gèrent l'autorité parentale de manière partagée, le préfet et le conseil de famille et on a un acteur, l'aide sociale à l'enfance que vous connaissez mieux au titre de la protection de l'enfance, qui est lui d'accueil, on va dire. On appelle, ce service le service gardien. Donc nous venons d'en parler, 3 acteurs qui ont la charge, de ces enfants-là, d'où la nécessité de bien coordonner entre les acteurs, les besoins de l'enfant, le nombre d'enfants et les besoins, des enfants. Donc il y a un article du code, social et des familles, qui précise l'obligation faite au conseil de famille des pupilles de l'État de rédiger un bilan annuel, heu, pour, que bilan soit transmis au préfet bien sûr, mais aussi au président du conseil départemental et plus et précisément à ses services et à la direction générale de la cohésion sociale, c'est-à-dire le ministère et plus précisément à l'Observatoire national de la protection de l'enfance pour, là aussi, permettre des publications, nationales. Mais, on le disait précédemment, ça nécessite aussi en département de mieux cerner les besoins et pour construire des réponses adaptées, aux besoins de ces enfants. Jusqu'alors, jusqu'en 2024, on avait pu constater en région Occitanie que ces bilans étaient plus ou moins, rédigés de manière, par tous les conseils de famille et dans tous les cas, s'ils étaient rédigés, ils étaient rédigés de manière assez disparate. Donc il nous a paru, pertinent, début 2024, de voir ensemble comment construire des bilans qui permettent une, communication simple, une identification, précise de la situation des enfants et pour cela, afin de permettre évidemment d'harmoniser les réponses, mais aussi de construire, une communication autour de ces publics dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient, souvent mal identifiés, alors que ce sont les publics de la protection de l'enfance heu, qui n'ont pas vocation à retourner auprès de leur, famille et donc les enfants qui ont sûrement, enfin on le suppose, le moins, de soutien au moment de leur sortie du statut, de pupille et donc au moment, où ils vont devenir, majeurs ou en tout cas au moment où leur soutien au titre de la protection de l'enfance ne pourra être, plus mobilisé, c'est-à-dire à partir de 21 ans.
Le travail qu'on a mené va aussi permettre, de construire un travail partagé entre les DETS d'Occitanie et va nous permettre de développer des actions plus larges puisque, en plus d'une simple publication de rapport, on va à partir de fin 2024 développer des formations entre tuteurs des pupilles de l'État, mettre en place, des échanges plus pérennes et comme le disait un de nos des intervenants, ça va nous permettre aussi de partager plus largement entre les collègues de l'enfance dans les DETS sur ce qu'est la protection de l'enfance et sur les spécificités par département des protections mises en œuvre et des politiques publiques développées par les départements. Puisque vous le savez, euh, les, les partenariats se sont renforcés depuis quelques années, on va dire depuis les années 2020, entre les départements et les services de l'État autour de la protection de l'enfance, avec la déclinaison aujourd'hui généralisée en Occitanie des conventions départementales en prévention et protection de l'enfance. Je vais passer la parole maintenant à Elika qui va vous montrer comment on a abouti dans le cadre de ce travail partenarial à la mise en œuvre de bilans partagés et identiques selon les conseils de famille des pupilles d'Occitanie. Donc bonjour, moi je travaille donc au service, études statistiques et évaluation de la DREETS Occitanie et donc j'ai, complété le travail qu'on a fait ensemble avec Sandra, pour, produire donc le bilan, à l'issue justement du groupe de travail qui s'est tenu avec les différents départements de la région Occitanie. Donc ce bilan, il s'appuie en fait sur une enquête, nationale qui est l'enquête, sur la situation des pupilles de l'État. Donc c'est une enquête qui a lieu tous les ans, qui est donc, depuis 2006, pilotée par l'Observatoire national de la protection de l'enfance, l'ONPE, dont vous a parlé Clara tout à l'heure et est une enquête, administrative qui s'appuie d'une part sur des données qui sont collectées auprès des services, déconcentrés de l'État, donc les DETS et auprès des conseils départementaux. Donc il y a 2 sources, de données. Cette enquête, elle renseigne, d'une part sur les conseils de famille, sur, le nombre de fois où se sont tenus ces conseils de famille, mais aussi sur les agréments d'adoption du département concerné et sur, la situation des pupilles de l'État. Donc nous, pour réaliser ce bilan, on s'est appuyé sur, ce dernier volet, donc celui qui concerne la situation des pupilles. Et on s'est appuyé uniquement donc sur les données qui ont été transmises par les DETS, puisque, c'était ces acteurs-là qui étaient impliqués dans le groupe du réseau enfance. Donc ce travail, il a abouti à un bilan, de 2 pages. Donc, on vous a mis ici, qui concerne là le département de l'Aveyron, puisque c'est un des premiers départements qui nous a, rejoints pour, faire ce travail et avec lequel, on a réfléchi aux indicateurs qu'on allait, mettre, dans le bilan. Après d'autres départements nous ont aussi, rejoints et nous ont, conseillés. Mais voilà, donc, l'Aveyron, comme c'est un département qui nous a transmis les données en 2023 et en 2024, ça nous permettait aussi de faire une petite, comparaison, entre ces 2 périodes. Du coup, donc je vais vous présenter quelques résultats, je ne vais pas représenter tout le bilan puisque je pense que, de toute façon le support vous sera envoyé, mais peut-être vous parler plutôt des résultats un peu importants, qui sont observés au niveau national, donc qui concernent, l'ensemble des départements et qu'on retrouvait aussi, notamment donc, dans l'Aveyron, puisqu'on pouvait faire une comparaison, entre l'année 2023 et l'année 2024. Et oui, j'oubliais juste une petite précision sur le champ, qui concernait ces bilans. En fait, ce sont donc tous les enfants pupilles de l'État qui ont eu ce statut au cours de l'année étudiée. Donc là, par exemple, on a travaillé sur l'enquête, 2024. Donc ça concernait tous les enfants qui, au cours de l'année 2024, ont été pupilles.
Donc ils pouvaient ne plus l'être au 31 décembre. Ils pouvaient être rentrés, bien avant, en 2018 ou à l'inverse, être rentrés en 2024. Mais voilà, qu'ils aient au moins eu le statut au cours de l'année, peu importe, la temporalité. Enfin le mois, j'entends. Donc quelques résultats généraux. Donc le premier fait que Sandra vous a mentionné tout à l'heure, c'est que donc les pupilles sont plus nombreux. Donc sur le département de l'Aveyron, on avait constaté qu'au cours de l'année 2024, il y avait donc, 23 pu 23 2023 pardon, il y avait 23 pupilles et l'année d'après, il y en avait 25 qui ont eu le statut donc, de pupille au cours de l'année. Un deuxième constat, hop, voilà, c'est que les pupilles, globalement donc sont plus âgées, enfin en moyenne. Donc, ce constat, on le retrouve, en effet dans l'Aveyron où en 2023, l'âge moyen des pupilles était de 10,3 ans, ce qui est proche de l'âge moyen au niveau national qui est de 10,2 ans et l'année d'après, l'âge moyen des pupilles était de 11,4 ans. Un autre point, qui est celui sur donc, Sandra parlait tout à l'heure du projet de vie et donc, celui de l'adoption est un projet de vie qui est inclus dans les différentes possibilités des enfants qui deviennent pupilles de l'État. On observe que les enfants pupilles qui sont confiés en vue d'adoption sont moins nombreux, ce qui s'explique d'une part, par la baisse du nombre d'agréments d'adoption qui sont donnés et aussi par la baisse du nombre d'agréments d'adoption en cours de validité. Donc le projet d'adoption, voilà, c'est quelque chose qu'on observe moins, dans les départements. Par ailleurs, sur le lieu de vie des pupilles, puisque c'est une information qu'on retrouve dans l'enquête, sur la situation des pupilles, on observe que donc pour les pupilles qui ne sont pas confiées en vue d'adoption, donc qui ont un autre projet de vie, hem, ils résident la plupart du temps dans des familles d'accueil. Et pour ceux qui sont confiés en vue d'adoption, donc logiquement, ils résident plus souvent dans des familles agréées du département, parce que ça peut être aussi des familles, agréées, mais hors du département. Voilà. Donc ça, c'était sur le profil des pupilles. Maintenant plutôt sur le parcours, on va dire, administratif. Donc on observe que, la plupart des pupilles, enfin la plupart des enfants obtiennent le statut de pupille suite à une décision du juge, de délaissement parental. Donc Sandra l'a mentionné tout à l'heure. Hem, donc là, ce sont les chiffres qui concernent l'Aveyron de 2024 et donc cette hausse du nombre de pupilles admis, suite à un délaissement parental, ça peut s'expliquer entre autres par, la mise en place donc des CESEC. Je l'ai vu mentionné dans le chat, mais en effet, ces commissions qui ont été mises en place en 2016, qui visent à examiner en fait, la situation des enfants qui sont à risque de délaissement parental ou dont le statut n'est pas adapté. Donc ça peut expliquer la hausse du nombre de pupilles admis pour, cette raison-là, mais aussi par, une meilleure connaissance en fait, des différentes conditions d'admission par les professionnels, par ceux qui travaillent justement, dans l'aide sociale à l'enfance et donc qui peuvent, plus facilement demander le statut de pupille de l'État. Concernant les sorties du statut de pupille, donc on observe que la plupart des enfants qui sortent du statut, c'est soit parce qu'ils ont été adoptés et auquel cas donc ils ne sont plus considérés comme pupilles de l'État ou alors, parce que tout simplement ils ont obtenu la majorité et donc j'ai vu aussi une question d'Afida sur s'il y avait une date, limite pour avoir le statut de pupille. En fait, une fois que les enfants sont majeurs, ils ne sont plus considérés comme pupilles de l'État. Hem, donc là, on vous a mis, donc là jusqu'ici, voilà, je vous parlais des départements qui nous ont transmis les données et on voulait aussi avoir un aperçu régional puisque l'idée, c'était que les départements puissent aussi voir ce qui se passe, ailleurs. C'est important. Et donc là, on a pu réaliser cette carte, pardon, en partie à partir des données que l'ONPE nous a directement transmises puisqu'on n'a pas encore, réussi à avoir tous les départements. Donc voilà, c'est aussi un appel aux autres départements pour nous transmettre leurs données parce que ça nous permettra justement de faire des comparaisons, au niveau de la région. Et donc là, on voit, très clairement que l'Aude est le département, avec la part de pupilles, donc on a rapporté à la population mineure parce que évidemment, si on prend juste le nombre de pupilles tout seul,
on a quand même, ça nous représente pas l'information vraiment globale de la on tient pas compte de la démographie des départements. Donc là, on l'a rapporté à la population mineure et donc on voit que voilà, l'Aude, a 85 pupilles, pour 100 000 mineurs. Donc là, c'est le nombre de pupilles rapportés aux moins de 18 ans. Donc ce bilan, voilà, donc il comprend à la fois des informations pour chaque département, puisqu'il y a un bilan par département, donc vraiment pour prendre en compte les disparités départementales, notamment sur, les besoins spécifiques aussi qui peuvent exister pour les pupilles. Donc la présentation d'après vous parlera des enfants qui ont un handicap, donc voilà, de voir les besoins spécifiques qu'il peut y avoir aussi parmi, les pupilles, et d'avoir aussi un aperçu régional. Tout ça donc, dans l'idée de pouvoir, élaborer une feuille de route au niveau départemental qui soit plus adaptée en fonction de la situation de chaque département. Et donc, pour conclure, voilà, on vous a mis quelques ressources pour aller plus loin avec évidemment le rapport de l'ONPE qui est sorti donc, cet été sur, la situation des pupilles de l'État au 31 décembre 2023. Donc, vous aurez, plus en détail, des indicateurs que je vous ai rapidement présentés. Il y a aussi donc la DGCS qui a mis à jour, son guide juridique des enfants pupilles de l'État qui est disponible, toutes ces références sont disponibles, en accès libre, et qui reprend notamment, les différentes conditions d'admission, comment la tutelle s'effectue. Donc voilà, pas mal un guide juridique en fait, pour, à destination à la fois des conseils départementaux, des directions départementales, voilà, qui est très riche. Et le Conseil national de l'adoption a de façon complémentaire donc au guide juridique, a élaboré un guide plutôt pratique, hem, donc à destination plutôt des professionnels, pour avoir un référentiel commun des différentes pratiques en fait, à destination des pupilles de l'État. Notamment sur, la façon dont les conseils de famille, peuvent du coup justement s'adresser aux pupilles de l'État. Comment annoncer notamment à un enfant que voilà, qu'il a été, admis à titre de pupille de l'État. Donc, voilà, beaucoup de ressources dans ces 2 guides, donc le guide juridique et le guide des bonnes pratiques. Voilà, je vous remercie, de votre attention et je vais laisser la parole, à Hélène. Merci à toutes les 2. Merci mesdames pour cette présentation. Virginie Durand a plusieurs questions à votre attention. Les pupilles de l'État peuvent-ils être de nationalité étrangère? Je je propose de répondre peut-être? Oui, ouais. Heu, alors, 1re, chose, oui, les pupilles de l'État peuvent être, de nationalité étrangère. Ça il s'agit que d'enfants pour lequel, il n'y a plus de liens, familiaux existants. Voilà. Donc ça, c'est la première précision, ce qui n'est pas le cas pour les mineurs non accompagnés, si certains, se posaient la question, de la différence. Mais par contre, on peut très bien imaginer que des enfants qui soient rentrés en France avec leur famille, sur un statut de réfugié, je dirais par exemple, et j'ai en tête, le cas, malheureusement, les parents sont décédés, les enfants deviennent, pupilles. Est-ce qu'un travail est associé avec des universités en sciences de l'éducation ou sociologie pour analyser les causes de ces augmentations au-delà de l'aspect un meilleur repérage? Pour ce qui est de notre, travail, on n'a pas de lien, aujourd'hui, on n'a pas mené de travail avec l'université. Par contre, il y a pas mal, d'études qui ont été faites sur ce sujet, notamment par l'ONPE et d'autres acteurs, puisqu'effectivement, le nombre, d'enfants qui rentrent sur le statut de pupille au titre du délaissement, s'est fortement accru, depuis, on le disait 2016. Alors on n'a pas détaillé, j'ai été très, très vite, mais effectivement, la loi de 2016, elle met en place les CSEC et les CSEC, c'est commissions, pluridisciplinaires qui vont examiner, la situation des enfants, confiés à l'aide sociale à l'enfance et comme le disait, Elika, voir si le statut est le plus adapté, va conduire, à ce q et
va conduire à ce qu'il y ait plus d'enfants qui aient le bon statut, dont celui de pupille. De fait, on a une assez bonne vision de pourquoi le nombre de pupilles augmente et pourquoi le nombre de pupilles va augmenter encore, parce que ce que Elika vous montre et qui est quand même extrêmement pertinent à avoir en tête, c'est que sur la, au niveau régional, on a des différences très fortes entre au niveau du taux de pupilles par département, et on peut penser que ce taux va fortement augmenter dans les territoires où la C-sexe s'est mis en place très tardivement et pour lequel aujourd'hui le nombre d'enfants relevant du délaissement ne correspond pas au taux qu'on pourrait imaginer au regard du nombre d'enfants placés. Merci. Elle demande également, sait-on combien de familles d'accueil adoptent les enfants qu'ils accueillent? On n'a pas ce taux. Je ne crois pas qu'il existe d'études sur le sujet. Les enfants pupilles aujourd'hui en France représentent 99 des enfants confiés à l'adoption, qui relèvent de l'adoption. Mais pourquoi l'âge des enfants augmente considérablement? C'est que tous ces enfants qui arrivent assez tard dans pupille ne sont pas, leur projet de vie ne peut pas être une adoption, parce que, ils sont déjà grands, et le projet d'adoption ne serait pas forcément un projet qui serait le plus adapté à leur situation. D'accord. Vous disiez, demande Linda Bourri, qu'à la majorité, les enfants n'étaient plus pupilles de l'État. Qu'en est-il pour les enfants qui bénéficient d'un accompagnement jeune majeur? Alors, les enfants qui sont pupilles de l'État sont comme tous les enfants lorsqu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils vont avoir, comme tous les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, la possibilité d'avoir un accompagnement jeune majeur. De fait, heu, ce qu'il est important pour le conseil de famille et pour le tuteur, c'est de bien préparer cette sortie en lien évidemment avec les services de l'aide sociale à l'enfance. C'est tout l'intérêt du travail, c'est de conduire un partenariat très fort entre le conseil de famille et l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant est, et c'est la majorité des cas, l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance. Le chiffre de répartition de genre des pupilles m'est apparu très déséquilibré. Pourriez-vous en parler? Oui, alors je pense que du coup, Marilyn parlait du chiffre pour l'Aveyron, puisqu'en effet, dans le bilan 2024, on avait une répartition de 95 de garçons et 5 pardon, de filles. Alors, dans l'ensemble, enfin, au niveau national, il y a un petit peu plus de garçons que de filles. On est autour de, je crois, 55 à peu près de pupilles qui sont des garçons. Là, en effet, c'est très déséquilibré. On n'a pas analysé en détail, pour l'Aveyron, enfin, on n'a pas fait d'analyse poussée pour chaque département pour essayer de comprendre un petit peu ces chiffres. Donc je ne sais pas si j'ai vu que notre collègue, madame Alazard était inscrite, donc si elle est là, je lui laisserai le soin de répondre parce que je ne veux pas m'aventurer et dire de bêtises. Mais en 2023, c'était aussi le cas. Alors c'était pas autant marqué, mais dans l'Aveyron, voilà, on était à 84 de garçons et 16 de filles. Donc en effet, il y a l'air d'avoir quelque chose, sur ce département spécifiquement. Je ne sais pas l'expliquer, Sandra, je ne sais pas si Alors toi après, tu as une piste? on est sur des tout petits nombres, donc Oui, ça peut biaiser en totalement les effet. statistiques, et effectivement, il faut quand même avoir en tête, alors là, ça nécessiterait des études pour lesquelles je n'ai pas vu de travail, mais il y en a peut-être des travaux sur cette thématique. Globalement, les enfants confiés, enfin pris en charge à l'aide sociale à l'enfance, et notamment les enfants accueillis, sont plutôt des garçons. Voilà, mais je n'irai pas plus loin parce que les commentaires seraient sûrement tout à fait faux. Juste pour monsieur Harfeuillère qui interpelle, enfin qui, très justement dit que le nombre de pupilles augmente fortement sur son territoire, et ben, là, nous avons un exemple assez pertinent, puisque l'Aude heu, le département pour lequel il y a un taux de pupilles le plus élevé d'Occitanie, mais c'est aussi un département pour lequel l'aide sociale à l'enfance, la politique d'aide sociale à l'enfance est
très engagé avec, depuis très tôt, ce département a mis en œuvre, la CESEC et en fait a décliné une politique, telle on peut l'espérer où dès que le statut de l'enfant qui est confié à l'aide sociale à l'enfance n'est pas le bon, on propose aux juges, des enfants de prendre une décision, notamment de délaissement, ce qui peut expliquer que, on est dans un processus, qui est, de nombreux enfants sont donc pupilles sur ce territoire, mais c'est finalement le reflet du contexte sociologique de l'Aude, mais surtout d'une politique, de la collectivité, départementale très active au titre de la protection de l'enfance. Virginie Durand, vous pose une autre question. Y a-t-il des statistiques sur les suivis conjoints avec ASE, famille, mission locale pour les pupilles? Alors, madame Durand, vous posez une question, qui est extrêmement intéressante. Si on a fait donc ça n'a pas pu être présenté, largement là aussi, mais si on a mis en œuvre, ce travail, comment dire? De mise en lumière par, territoire, c'est parce qu'on souhaite effectivement, comme, le préconisent, les différents rapports, qui sont sortis, cette année, qu'il y ait plus de partenariats autour, des relations entre le conseil de famille, donc l'aide sociale à l'enfance et surtout tous les acteurs en charge, de l'accompagnement, des enfants et donc des enfants protégés et les missions locales. Alors c'est plus que des enfants, c'est des grands enfants et des, jeunes adultes puisqu'en fait, il nous semble et nous on en est certaine, c'est pour assurer, une insertion, sociale, et professionnelle la plus adaptée pour les enfants, qui vont demeurer pupilles et puis qui seront ensuite des majeurs, accompagnés, jusqu'à 21 ans par l'ASE. Il faut qu'il y ait une bonne connaissance de ces enfants et d'où l'importance de produire ces rapports. Donc c'est et la mise en place d'outils d'instances de coordination telles que proposées, qui sont les commissions départementales d'accès à l'autonomie, qui sont, des outils qui sont fortement fléchés dans les alors je dis dernier, propos, dans le cadre des conventions, en départementales en protection en prévention et protection de l'enfance. Effectivement, nos services et au niveau des territoires, les DETS, souhaitent à partir de données, que l'on montre là, favoriser, ces partenariats et le développement, d'instances de coordination entre acteurs. Peut-être que le comité locaux, nous dit Virginie Durand, pour l'emploi, les comités locaux pourraient être un lien et avoir des axes dans leur feuille de route, suggère-t-elle. Nous, ce qu'on propose, c'est que, Hélène, vous allez Sandra, pour finir, pour ouais, oui, conclure, on doit bien sûr, conclure. on est très long, dire qu'il y aura nos coordonnées dans la document qu'on va transmettre, un peu plus détaillé que celui qu'on vous a présenté et l'idée aussi, c'est qu'on puisse faire des présentations détaillées, des acteurs, pour favoriser la coordination. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des propositions. Merci beaucoup. Merci, Merci. mesdames. Et donc, j'invite madame Christelle Gégou, donc du conseil départemental du Gard, et Laura Domenech-Collin du service Interval, voilà, de l'association Cigalière. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Bonjour. nous sommes ravis de venir partager ce webinaire avec vous pour vous présenter un dispositif qui a été mis en place dans le département du Gard concernant les enfants à multivulnérabilité, en l'occurrence des enfants qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, mais qui ont aussi des besoins spécifiques du fait de leur handicap. Donc, en fait, nous, au niveau du conseil départemental du Gard et plus particulièrement de la direction enfance, nous avons fait cette proposition donc au poste de venir présenter le dispositif Interval,
Pour autant, il n'était pas envisageable pour nous de présenter ce dispositif sans y associer nos collègues de la Cigalière et en l'occurrence Madame Domenech qui est chef de service d'intervalle, puisque c'est important dans la démarche aussi qui a été celle d'intervalle et de la mise en place de ce dispositif à l'initiative aussi de l'ARS, on ne les oublie pas parce qu'ils ont joué un rôle majeur et de financeur. Mais il est important qu'on puisse justement mettre en lumière le fait qu'on est sorti de la logique de silo et que l'objectif, c'était aussi de pouvoir avoir plusieurs expertises, à savoir de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi dans le champ du handicap. Donc, c'était très important pour nous qu'on fasse cette présentation à 2 voix pour que vous ayez une présentation complète et pas uniquement de la part de la direction enfance, petite enfance. Donc, je vais essayer de quand même vous donner un petit peu un contexte général au niveau du département. Donc, au niveau du conseil départemental du Gard, nous sommes structurés en ce qui concerne la direction des solidarités de manière territorialisée, mais aussi avec des services supports centraux. Donc, notre département se découpe en plusieurs territoires pour permettre une meilleure proximité des agents du conseil départemental en charge des missions de la solidarité au plus près de la population et au plus près des Gardois. Donc, on a un découpage territorial, mais aussi des services centraux qui, eux, interviennent sur l'ensemble du département et sont complémentaires à l'action sur les territoires. Donc, les services de l'aide sociale à l'enfance sont territorialisés et donc sont implantés sur les différents secteurs, les bassins de vie des enfants et de leurs familles. Donc, les enfants qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance dans le Gard, on est actuellement à près de 4000 enfants qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Et parmi ces 4000 enfants, 2600 enfants qui font l'objet d'une mesure de placement, qu'elle soit judiciaire ou administrative. Concrètement, 70% des enfants le sont par des décisions de justice. Nous avons tenté aussi de pouvoir repérer, puisqu'on a vu effectivement au fur et à mesure du temps une augmentation des enfants qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui souffraient de multivulnérabilité. Donc, on a pu se rendre compte qu'on avait environ 35% des enfants qui étaient confiés à nos services, qui relevaient d'une notification MDPH, pas forcément IME ou ITEP, mais d'une notification MDPH, donc avec toute la palette que permet cette notification en fonction du degré de handicap des enfants. Donc, c'est quelque chose qui nous a, depuis plusieurs années, alertés, parce que c'est aussi, en tant que chef de file de la protection de l'enfance, comment est-ce qu'on répond aux besoins des enfants au plus près de ce dont ils ont besoin. Et la question de l'augmentation des enfants qui relèvent du champ du handicap est venue nous percuter dans notre pratique quotidienne. Le fait aussi qu'on sait que beaucoup d'enfants, que ce soit qu'ils soient confiés à l'aide sociale à l'enfance ou pas d'ailleurs, ont des difficultés à pouvoir rentrer dans des structures adaptées comme les IME avec de longues listes d'attente. Et donc, c'était quelque chose qui venait mettre en difficulté la continuité du parcours des enfants. Donc, nous nous sommes interrogés sur cette question. C'est une interrogation qu'on a partagée avec l'ARS Occitanie. On a eu un gros travail conjoint entre la direction de l'enfance et de la petite enfance par le biais de Madame Carole Garrido, mais en lien avec Madame Bousquet de l'ARS sur justement ce questionnement et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement répondre à cette double vulnérabilité. Nous avons eu une proposition de l'association La Cigalière, qui donc est une association implantée dans notre département, qui est venue répondre, en tout cas, aux difficultés qu'on pouvait rencontrer et nous proposer un certain nombre de choses à mettre en place. Donc, il y a eu tout un travail
conjoint entre l'ARS, le conseil départemental et la cigalière autour de la construction de ce projet. Donc, Interval a débuté l'accueil des enfants en décembre 2022, ce qui nous permet d'avoir quand même un assez bon recul aujourd'hui sur la pertinence de ce dispositif pour les enfants. Et voilà, donc Interval est ouvert depuis 2022, mais ma collègue prendra le relais ensuite pour vous dire exactement ce qu'il en est du quotidien des professionnels et des enfants sur ce lieu répit. Nous suivons ce dispositif de manière conjointe et étroite avec Madame Domenech pour justement permettre qu'on soit bien dans quelque chose qui correspond aux besoins de l'enfant, en lien étroit avec les services ASE des territoires qui, eux, sont en charge directe des situations individuelles des enfants, dans l'objectif de pouvoir permettre aussi des sorties, des places leviers, parce que d'autres enfants peuvent avoir besoin d'intervalles. Donc, il est important aussi que ça ne s'inscrive pas dans quelque chose de pérenne sur le trop long terme pour permettre à d'autres enfants qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puissent en bénéficier. Donc, on essaye de faire des comités de suivi plusieurs fois par an pour nous permettre d'être au plus près de la manière dont on va pouvoir suivre, accompagner, intégrer et sortir les situations lorsque les choses sont apaisées et qu'on a pu, que le travail d'intervalle a pu être opérant auprès des enfants, du service ASE qui accompagne et de la famille d'accueil. Donc, comme je vous le disais en introduction, ça permet un regard croisé, hein. Donc, on essaie de sortir un peu de nos logiques qu'on a beaucoup rencontrées pendant des années, à savoir ça relève de l'éducatif, ça relève du soin. Ben, un enfant, c'est une entièreté et ça a des besoins divers et variés, et en l'occurrence, qui relève de l'éducatif, mais qui relève aussi du soin, mais qui relève aussi du loisir, enfin de ce qui relève des besoins fondamentaux de l'enfant, comme le prévoyait la démarche de consensus qui est sortie en 2016, suite à la loi de 2016. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment de se dire, on a des enfants qui nous sont confiés, qui ont des besoins spécifiques, et comment est-ce qu'on va pouvoir y répondre au plus près. Donc, comme je vous le disais, voilà, sortir de la logique de CEO. L'idée aussi de monter en compétences de manière réciproque, c'est-à-dire que et les professionnels qui interviennent à Interval et les professionnels qui interviennent, qui sont référents à l'aide sociale à l'enfance, mais aussi les assistants familiaux qui accueillent ces enfants, ça nous permet à tous de prendre en compétence dans le champ de compétences de l'autre. Ça nous permet aussi de prendre en compétence pour mieux repérer les enfants qui ont des besoins spécifiques et pouvoir mieux les orienter, éventuellement comme un dispositif comme Interval. Le dispositif Interval a permis aussi, parce qu'on a des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et pour lesquels on est en attente d'intégration en CESAD-IME ou en IME depuis plusieurs années, le fait que les équipes d'Interval aient l'expertise, le dialogue pour pouvoir échanger avec ces structures que sont les IME permet d'avoir une porte d'entrée aussi pour les services de l'aide sociale à l'enfance, parce que le vocabulaire est le même, et on fait le constat aujourd'hui qu'on a un certain nombre d'enfants qui ont été accueillis en première intention sur Interval et qui aujourd'hui sont pris en charge en IME ou en CESAD-IME. C'est l'idée aussi de valoriser de manière très importante le rôle majeur des assistants familiaux, qui sont ceux qui sont dans le quotidien des enfants, des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, qui sont accompagnés par des services comme le service de l'offre d'accueil chez nous, mais aussi les services territoriaux de l'aide sociale à l'enfance, dans, bien sûr, la manière dont mieux accompagner les enfants. Pour autant, le fait que ces enfants ont des besoins spécifiques demande des connaissances, des réflexes, du décryptage de manière plus fine, et ça leur permet aussi de voir cette valorisation en termes de connaissances, et ce qui permet pour nous, c'est là, j'allais dire, le cœur de notre action en protection de l'enfance, limiter, éviter
le plus possible les ruptures de parcours pour les enfants, pour leur permettre d'avoir un parcours le plus adapté possible et le plus harmonieux. Tout à fait, merci. Voilà, donc moi, je vais en terminer là sur ma présentation. C'est peut-être un petit peu rapide, mais je vais laisser ma collègue parce qu'elle, elle va vous parler d'intervalle et de tout ce qui est super fun et qui se passe à intervalle. Bonjour, donc Laura Domenech, donc la chef de service d'intervalle. Je suis ravie de vous présenter ce service aujourd'hui porté par l'association La Cigalière. On a eu la chance de le développer. Donc du coup, le répit, voilà, c'est quoi ? Effectivement, cette première slide est un peu particulière, mais c'est extrêmement important pour nous. Pour les enfants du service, ils l'appellent pas vraiment la maison du répit, ils l'appellent la maison des vacances et la maison du bonheur. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça participe à la réussite aussi de ce projet, de la manière dont les enfants perçoivent ce lieu-là de répit. Donc, ce qu'on met en avant aussi, jouer, s'amuser, prendre du plaisir, c'est un des piliers majeurs de notre philosophie d'action, parce qu'on n'oublie pas que quand même dans la Convention internationale du droit des enfants, les enfants ont le droit de s'amuser et de jouer. Et donc, dans le répit, on s'attache vraiment à respecter ces droits-là, parce que d'autant plus dans le répit, c'est un droit où les enfants peuvent vivre des moments où rien n'est attendu d'eux. Ça, c'est extrêmement important dans la dimension de répit, et où on respecte leur besoin fondamental de se distraire, de rêver et d'être dans un environnement sans pression. C'est vraiment important. Donc, le répit, de manière un peu plus professionnelle, c'est effectivement un temps d'accueil temporaire qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants à double vulnérabilité. C'est proposer voilà, une sorte de parenthèse pour que l'enfant puisse souffler, sa famille aussi, sa famille d'accueil. Donc, les familles d'accueil, pour eux, c'est le moyen de pouvoir se reposer, de penser à soi, mais aussi de pouvoir prendre du temps avec les autres enfants qui sont accueillis au domicile. C'est une des dimensions les plus importantes, en tout cas au niveau des demandes des familles d'accueil. Et pour les enfants, le répit, pour eux, c'est un lieu où ils trouvent des copains, ils mangent des crêpes, ils font des booms, ils s'amusent, on fait des pique-niques à la plage. Et c'est cette double perception du répit qui fait que ça peut fonctionner. Donc, intervalle, voilà, on accueille, nous, des enfants à double vulnérabilité, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui présentent un handicap, qui ont une orientation IME ou CESAD et qui sont placés par les services de l'aide sociale à l'enfance en famille d'accueil ou en lieu de vie. Ce sont des enfants qu'on peut accueillir entre 6 et 17 ans. Jusqu'à 20 ans. Et il faut être suivi sur le territoire du Gard. On est ouvert environ 123 jours par an. Ça représente environ 2 week-ends par mois, du vendredi 16h jusqu'au lundi matin ou jusqu'au dimanche soir, en fonction du rythme des familles d'accueil pour pas trop perturber l'organisation. Et aussi, on est ouvert 2 semaines sur chaque période de vacances scolaires, là du lundi au vendredi sur des semaines complètes. Et forcément, si on est du répit, on ouvre potentiellement, nous, beaucoup plus sur les périodes dites critiques, donc sur les périodes de vacances scolaires, surtout sur les périodes d'été, sur la période estivale, où on est ouvert 6 semaines sur cette période-là, à partir du moment où les IME ferment. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que chaque enfant en fait, qui arrive sur le répit, ça lui ouvre droit à une notification répit où il a possibilité de faire 90 jours de répit par an. Donc, intervalle en chiffres, on est ouvert effectivement, comme le disait Christelle, depuis 2022. On a reçu actuellement 29 dossiers, un peu plus aujourd'hui potentiellement. On a accompagné 27 enfants. On a une file active toujours entre 13 et 14 enfants en fonction des besoins de répit. On a à peu près une moyenne de séjour de 49 jours de répit par enfant qui est proposé sur l'année dernière. Et on a un taux d'occupation de 98% sur l'année 2024. J'ai une équipe formidable, ça je le reconnais, ça participe grandement aussi à la réussite, qui est composée de 6 professionnels de jour, 3 le matin, 3 l'après-midi, et 2 professionnels de nuit. Donc ce sont des moniteurs éducateurs, EduxP, AES. Donc du coup, voilà, on va parler maintenant vraiment de la spécificité de l'accompagnement des enfants à double vulnérabilité. Donc la particularité de ces enfants-là, c'est qu'il y a des facteurs personnels qui sont présents avec des troubles neurodéveloppementaux, des troubles psychologiques ou psychiatriques avec la déficience intellectuelle qui s'ajoutent à des facteurs environnementaux. S'ils ont été placés par les services de l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'il y a eu soit des maltraitances de toutes formes, des négligences parentales, des séparations, abandons et malheureusement beaucoup d'enfants qu'on accompagne, une grande majorité, des déplacements multiples et des nombreuses ruptures de parcours.
La caractéristique, effectivement, les caractéristiques de ces enfants à double vulnérabilité qu'on a pu nous repérer dans l'expérience que l'on a et qui mettent à mal effectivement l'ensemble des partenaires qui gravitent autour du projet de l'enfant. C'est que ce sont des enfants qui peuvent présenter des troubles de l'attachement, des colères et des oppositions fréquentes, un isolement social, des troubles de la relation, des recherches effectivement d'attention permanente qui viennent vraiment étouffer en fait les familles d'accueil. C'est présent quand même de manière assez importante sur les enfants qu'on accueille. Des problèmes de dysrégulation émotionnelle, des incompréhensions des normes sociales, plus des caractéristiques qui sont liées au handicap de l'enfant, puisqu'on a des enfants qui ont aussi un autisme, des déficiences intellectuelles plus ou moins importantes. Donc, du coup, pourquoi envisager le répit du côté de l'enfant? Pourquoi ces enfants-là, du coup, sont orientés chez nous quand on échange avec les référents ASE, en fait, sur ce projet ou quand Christelle reçoit les dossiers? Effectivement, ce sont des enfants qui sont en situation de rupture avec leur famille d'accueil. Où effectivement, en fait, la relation, elle est dégradée. Il y a des tensions, en fait, au quotidien au sein du foyer. Et du coup, notre place au niveau du répit, elle est là pour éviter ou pour limiter, en tout cas, la question de la rupture, pour éviter que ça arrive. Ce sont des enfants qui sont enfermés dans un mode relationnel qui est dysfonctionnant. Effectivement, ils rejouent les mêmes schémas relationnels. Ce sont des enfants qui ont fait de famille d'accueil en famille d'accueil, en lieu de vie, en foyer de l'enfance. Et ces modes relationnels, en fait, épuisent l'adulte qui s'occupe d'eux. Donc, du coup, voilà, il y a une nécessité. Nous, le répit, on est là vraiment pour qu'il y ait une prise de distance, pour pouvoir apaiser, en fait, les relations qui sont au domicile. Comme on l'a dit de nombreuses fois, ce sont des enfants qui ont connu de multiples ruptures de parcours. Mais malheureusement, ces ruptures de parcours font qu'il y a un renforcement de l'enfant qui, à chaque fois, de la peur de l'abandon, de la méfiance, des troubles du comportement qui viennent être majorés à chaque fois au niveau de ces ruptures-là. Donc, nous, au niveau du répit, vraiment, ce qu'on permet ou ce qu'on essaye de faire, notre place là, c'est qu'il y a un besoin d'éviter une nouvelle discontinuité et qu'il y ait besoin en fait, d'un endroit en fait, un peu plus contenant et régulier dans le parcours de l'enfant. Ce qu'on repère aussi beaucoup, c'est que quand l'enfant arrive chez nous, il n'est pas en difficulté, souvent uniquement dans la famille d'accueil, mais aussi sur l'ensemble des partenaires, sur l'IME, sur l'école. En fait, il y a une saturation relationnelle en fait, de l'enfant dans toutes les sphères de sa vie. Et la place du répit, c'est de pouvoir construire justement une nouvelle alliance éducative et de porter un nouveau regard sur l'enfant. Mais le besoin, en tout cas, le plus important aussi au niveau de l'enfant, c'est qu'il a besoin d'un cadre tiers pour se stabiliser. Effectivement, dans l'environnement dans lequel il est aujourd'hui, il ne peut pas s'apaiser. Donc, effectivement, le repère, c'est lui permettre d'ouvrir en fait un nouveau cadre d'expérience positive où il y a moins d'enjeux affectifs parce qu'on est uniquement pour ce coup-là sur du répit et pour pouvoir amorcer justement un travail un peu plus systémique dans toutes les sphères de son projet, social, éducatif et au niveau du soin. Donc, du coup, notre dynamique à nous, on n'est pas un lieu thérapeutique, on ne va pas agir forcément, on ne va pas travailler directement sur le psychotrauma de l'enfant ou sur les expositions traumatiques qu'il a pu avoir. Nous, notre dynamique, c'est de vraiment travailler sur la résilience et c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi beaucoup. On est là pour faire vivre des expériences positives, réussies et sécurisantes au niveau de l'enfant. On est là pour stabiliser en fait les enfants en développant des compétences, en tout cas des compétences de régulation émotionnelle qui sont importantes. Nous, on appelle nos enfants les super-héros. C'est comme ça qu'on les appelle au niveau de l'association La Cigalière. C'est un des points d'ancrage qui est hyper important, c'est-à-dire que ces enfants-là, pour nous, sont des super-héros qui sont résilients, qui sont pleins de potentiel. Ils ont une créativité, une originalité, une authenticité dans leur mode relationnel avec les gens. Et c'est vraiment sur ça qu'on s'appuie pour pouvoir proposer un autre regard aussi sur ces enfants-là. Du côté des familles d'accueil, pourquoi est-ce qu'on envisage le répit? Pourquoi est-ce que les référents ASE envisagent le répit aussi? C'est que ce sont des familles qui arrivent, de ce qu'on a pu observer, on se doute bien, dans un épuisement et une fatigue émotionnelle importante. C'est-à-dire que l'intensité des besoins en fait, de l'enfant génère un épuisement professionnel important de la famille d'accueil. Et nous, vraiment, le répit, on est là pour créer du coup un espace où la famille d'accueil puisse se ressourcer et être de nouveau disponible émotionnellement pour pouvoir accompagner l'enfant. Souvent, la relation, elle est bloquée, elle est tendue. Ils sont enlisés dans un schéma relationnel qui est compliqué, qui est dysfonctionnant. Donc, nous, le répit pour les familles d'accueil permet de prendre du recul pour éviter cette fameuse rupture qu'on souhaite éviter. Souvent, ce qu'ils nous disent, c'est ce sentiment d'impuissance, l'impression que rien ne fonctionne, en fait, malgré tous les efforts qu'ils font, parce que ce sont vraiment des familles d'accueil qui essayent vraiment d'aller au bout de cet accompagnement-là. Mais ils nous disent, je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas.
Donc nous, en fait, notre place au niveau du répit, c'est vraiment en fait de reconnaître les compétences de la famille d'accueil, d'être dans un soutien réellement de proximité et de relancer ce travail d'équipe pluriprofessionnelle qu'ils ont besoin et qu'on puisse réfléchir à plusieurs, puisque ce sont des enfants qui nécessitent qu'on réfléchisse à plusieurs et qu'on reconnaît que leur place est compliquée seule à domicile. Et aussi, ce qui fait qu'on repère, nous, beaucoup qu'il y a vraiment, les familles d'accueil sont au bord de la rupture et vraiment, nous, on a tous les warnings, en tout cas, qui s'éclairent quand on voit ça, c'est quand il y a un impact sur la vie privée et sociale de la famille d'accueil. Là, on sait qu'on est quand même au bord de la rupture, quand la vie privée de la famille d'accueil est perturbée dans son organisation. Donc, nous, on est là vraiment pour permettre à la famille d'accueil de retrouver un équilibre personnel, familial et de préserver justement la stabilité de l'engagement de la famille d'accueil. Du coup, notre dynamique avec cette famille d'accueil, c'est de lui donner les moyens de continuer à croire à l'enfant. On est toujours sur la résilience, même quand tout devient complexe. C'est pour ça que notre point d'ancrage sur les enfants, c'est de les percevoir différemment. On est vraiment dans ça. On est là pour les écouter, pour les soutenir jusqu'au domicile. On leur propose des outils vraiment personnalisés qui répondent vraiment aux besoins spécifiques de l'enfant. On leur permet de reconstruire en fait une lecture sensible des besoins de cet enfant-là, qui sont particuliers, qui changent en fonction des enfants, en fonction de son handicap, en fonction du psychotrauma de l'enfant. Comprendre ce que l'enfant vit, pas se fixer uniquement sur ce qu'il fait, puisqu'au début, il y a une cristallisation de ce qu'il fait. On essaye de remettre un petit peu de sens et de compréhension de pourquoi est-ce qu'il le fait. Et de réhumaniser l'enfant, ça c'est une démarche importante pour nous, au-delà de ces troubles du comportement et de ce qui est difficile au quotidien. Donc pour nous, les familles d'accueil sont également, excusez-moi, des super-héros, des super-héroïnes aussi. Ce sont des gens qui ont vraiment envie de repenser leurs pratiques professionnelles, d'investir les propositions d'accompagnement. Ils ont besoin qu'on puisse réfléchir à plusieurs et ils ont besoin d'aller au bout de leur engagement. C'est extrêmement important et c'est ce qu'on retrouve beaucoup et c'est sur quoi on s'appuie et qui est extrêmement important pour nous. Et surtout, il faut qu'ils apprennent à prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin des enfants qu'ils accompagnent dans le quotidien. Donc, les enjeux qu'on a repérés, nous, au niveau du répit, c'est qu'effectivement, le répit ne doit pas se limiter à l'absence temporaire du jeune à domicile, hein, c'est insuffisant. Il faut vraiment être dans une approche beaucoup plus systémique pour pouvoir travailler la question du répit. Hein. Ce n'est pas juste l'accueillir et puis la situation va se réguler. Non, il y a vraiment cette dimension où on doit intervenir dans toutes les sphères qui gravitent autour de l'enfant. L'importance de savoir repérer les dynamiques de groupe qui se jouent dans les foyers pour justement prévenir toutes ces tensions et limiter un petit peu l'enrayage, en tout cas ce phénomène de rupture qui peut se mettre en place. Et aussi le réseau partenarial solide, c'est pour ça qu'on est là à deux voix aujourd'hui, qui est primordial aussi, pour justement éviter ces accompagnements fragmentés au niveau des enfants, comme Christelle le disait, et garantir une harmonisation du parcours de l'enfant. Donc, notre philosophie d'action, c'était vraiment de créer un lieu informel, chaleureux, plutôt une forme désinstitutionnalisée, vraiment se différencier de ce qui se passe en IME, en CESAD ou à l'école. C'est ce qui fait la force de ce projet aussi, d'avoir une approche inclusive et d'adopter un fonctionnement type foyer où c'est les éducateurs avec les enfants qui font à manger, où ils peuvent se poser et où ils n'ont pas l'impression qu'il y a un projet qui est là autour d'eux ou qu'on a des attentes. Mais la question du répit, ce n'est pas aussi simple que ça. Un répit qui est mal préparé, j'y tiens, peut avoir des conséquences négatives sur le parcours de l'enfant. On peut déséquilibrer l'enfant dans son projet, on peut perturber l'organisation du foyer ou du lieu de vie, en fait, si on modifie les habitudes de vie de l'enfant. Parce que du coup, ça peut créer des tensions quand il revient à domicile et ça peut accélérer les ruptures au lieu de l'apaiser. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion autour de la question du répit et pas seulement se satisfaire du fait que l'enfant, on travaille sur la séparation et ça va suffire, pas du tout. Donc, notre mission première qu'on s'était dit quand on a ouvert en fait le répit avec l'association La Cigalière, c'était proposer des services de répit, des séjours de répit. Donc ça, c'était la base. On s'était dit qu'il fallait ce travail d'anticipation, donc vraiment travailler autour des habitudes de vie de l'enfant, puisqu'il y a déjà beaucoup de problématiques au quotidien, on ne doit pas venir perturber. Et aussi, à chaque fois que l'enfant va venir sur le séjour, nous, on fait un travail d'anticipation pour connaître son état émotionnel juste avant qu'il arrive en séjour. Parce que deux séjours peuvent être complètement identiques et il se passe souvent beaucoup de choses dans la vie de l'enfant. Donc, nous, on prend l'enfant. Chaque week-end, on réinvente en fait un nouveau week-end. Il faut une adaptabilité importante au niveau des éducateurs. On rédige aussi, à chaque fois que l'enfant vient en répit, des bilans qu'on transmet à toutes les professionnels qui gravitent autour de l'enfant. Référents ASE, famille d'accueil, IME, CESAD. J'étais en discussion avec
une chef de service de l'ASE d'ailleurs tout à l'heure, qui disait que ces bilans étaient extrêmement importants puisque ça permettait de porter un regard sur l'évolution de l'enfant et d'où est-ce qu'il en était, et que ça permettait de mieux travailler en fait autour du parcours de l'enfant de manière conjointe. Donc du coup, voilà, nous on a développé pas mal de choses par la suite au fur et à mesure de notre expertise sur le répit. Vraiment, notre plus-value, c'est une approche intégrée qui est à l'intersection, comme on l'a dit, entre le projet social de l'enfant et le projet médico-social de l'enfant. Nous, on veut vraiment agir sur le lien dans le parcours de l'enfant à double vulnérabilité. Notre but, c'est de vraiment en fait remettre du sens dans l'accompagnement. Donc effectivement, on se déplace, on fait des visites famille à domicile. On apporte un soutien concret et régulier au niveau des familles d'accueil avec des outils qui sont vraiment adaptés aux problématiques de l'enfant et de ce que les familles d'accueil rencontrent. On propose aussi des renforts de répit quand on voit que la situation est vraiment très tendue et qu'il y a vraiment besoin de cette séparation pour pouvoir entamer un travail. On ne peut pas travailler avec la famille d'accueil si vraiment la tension est très très haute. Donc on a cette possibilité où on joue avec la file active de pouvoir proposer des renforts de répit pour limiter la rupture, et ensuite on travaille avec les familles d'accueil. Ça nous permet effectivement, comme l'a dit Madame Gébou, de pouvoir proposer, c'est un bénéfice secondaire, c'est pas une porte d'entrée, mais pour les enfants qui sont dits sans solution, d'avoir accès à un collectif et de pouvoir porter en fait un regard éducatif et de pouvoir proposer des axes de travail sur les enfants sur ces enfants que l'on accueille, puisqu'on édite des bilans à la fin de chaque séjour de répit. Et aussi, ce qui peut arriver, c'est que des familles d'accueil arrivent déjà sur le service, puisqu'on est encore récent, mais vraiment au bord de la rupture. La rupture se fait et nous, on permet quand même de conserver l'enfant sur le service intervalle, où on reste en fait quelque chose de régulier, de pérenne dans la vie de l'enfant. Et on accompagne l'enfant dans la nouvelle famille d'accueil. Et on essaye d'éviter justement que les mécanismes relationnels que l'enfant met en place se rejouent en fait dans la nouvelle famille d'accueil. Donc effectivement, il y a une nécessité de se spécialiser dans l'accompagnement des enfants avec un parcours traumatique. Et sur la question du psychotrauma, mes équipes ont été formées. Je suis moi-même formée avec un DU sur le psychotrauma, parce que ce qui met vraiment à mal les familles d'accueil et les partenaires, c'est vraiment cette dimension-là du psychotrauma qui est liée au handicap. Mais c'est ces mécanismes-là qui mettent en avant en fait dans leur mode relationnel. Donc ça, c'est quand même une dimension importante pour pouvoir éclairer tous les partenaires sur ces connaissances que nous avons. Nous avons mis aussi en place des intervalles café qui sont extrêmement importants. C'est un temps justement, c'est tout ce qui existe en fait autour du service intervalle où les familles d'accueil se rassemblent, se rencontrent. On peut rompre un peu l'isolement. On permet de créer une petite équipe au niveau d'intervalle, mais ça nous permet aussi de les faire échanger, de pouvoir leur passer des informations, faire de la formation. Par exemple, qu'est-ce qu'un trouble oppositionnel du comportement, à quoi peuvent servir. On peut leur donner des tips en fait pour pouvoir les réguler. On a mis en place aussi récemment des réflexes équipes, parce qu'on part du principe que les familles d'accueil font partie de notre équipe, c'est un membre élargi de notre équipe. Où du coup, la famille d'accueil vient au sein de notre équipe et on fait vraiment un gros brainstorming sur l'enfant, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut travailler. Elle est vraiment avec nous dans ce processus de réflexion. On dégage des axes de travail, des pistes de réflexion, je sais pas, des rituels en commun qu'on a envie d'essayer pour améliorer les conditions de vie à domicile. Et le référent de l'enfant va le travailler avec la famille d'accueil à domicile. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qu'on a monté depuis l'année dernière, et même les familles d'accueil nous les demandent à certains moments pour pouvoir les conforter dans leur pratique professionnelle à domicile. Et aussi, on rencontre régulièrement tous les partenaires qui gravitent autour du projet de l'enfant, que ce soit les IME, les référents ASE, on participe à toutes les concertations autour du projet de l'enfant pour pouvoir apporter aussi notre regard et notre expertise aussi sur l'enfant, et ça fonctionne très bien. On peut vraiment travailler ensemble avec les institutions pour améliorer le projet global de l'enfant. Notre but dans les années qui arrivent aussi, c'est de pouvoir développer une formation commune entre nos équipes d'intervalle et les familles et les lieux d'accueil pour pouvoir développer un socle de compétences en commun et pour que nous, on puisse continuer à travailler avec les familles d'accueil. Je rajouterais juste, si tu me permets, oui. Laura, pour le coup, on a aussi eu la chance de pouvoir partager des formations en commun. C'est-à-dire que l'équipe intervalle a pu, comme j'avais bénéficié de plusieurs formations, quelques places étaient réservées aussi pour les référents ASE qui ont des enfants qui sont accueillis à intervalle. C'est ce qui permet aussi de se connaître différemment et de pouvoir créer une culture commune. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir se dire qu'on a travaillé sur des instances communes entre intervalles et les équipes. Et ça crée du réseau. Enfin, voilà, au moins les gens se rencontrent, ça change la dynamique de travail et on a un socle de compétences en tout cas en commun.
Donc, du coup, voilà, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, Christelle. c'est très bien. On va rendre la... Oui. Justement, je veux rajouter, parce que je ne suis pas à Interval, et que la première fois que je suis allée à Interval, alors Interval, ils sont dans un petit lotissement, dans une petite villa, et effectivement, c'est une maison. C'est une maison. Et moi qui ne suis pas particulièrement, j'allais dire, spécialisée dans le champ du handicap, j'ai compris à quel point un certain nombre de petits détails, qui m'apparaissaient être des détails, étaient importants. Et Laura m'a expliqué que chaque enfant avait sa parure de drap, par exemple, qui était pour lui. Et donc, quand ils arrivent, ils ont leur lit qui est fait avec leur drap. Et la veilleuse ou pas. Voilà, qui vient les sécuriser. Donc, vraiment quelque chose de très, très chouette et qui correspond effectivement à une maison des vacances. Ce sont ces petits riens, justement, qui font que l'accompagnement global fonctionne et qu'ils aient envie de venir. Merci, mesdames. Merci beaucoup pour cette présentation donc, de ce dispositif à l'intersection du social et du médico-social. Vous souhaitez, vous me disiez, souhaiter l'essaimage de ce dispositif, puisqu'on l'a bien compris, c'est une vraie réussite pour ce qui vous concerne et vous en voyez tout l'intérêt. Et donc, je vais vous partager les réactions de certains participants. Merci de cette présentation pour cet incroyable projet. On en veut dans tous les départements. Ah oui, on espère. Voilà, donc le constat est fait et partagé. Denis Tessou, donc là c'était Joël Ponce, pardon. Denis Tessou qui dit « Je confirme, super projet, enfin on décloisonne les secteurs au profit des enfants ». C'est notre directeur général, effectivement. Est-ce que ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en prévention et protection de l'enfance? Nous demande Elisabeth Stelbrink. Alors, c'est un dispositif qui est entièrement financé par l'ARS. Donc, on bénéficie, donc il y a eu effectivement quelque chose qui a été de l'ordre du repérage d'une difficulté, enfin d'un besoin particulier pour les enfants à double vulnérabilité, protection de l'enfance et handicap, et de fait a amené une réflexion commune entre le département et l'ARS. Mais c'est un financement ARS qui a permis la mise en place de ce dispositif. Est-ce que vous recrutez du personnel dédié à ce dispositif et donc mobilisez les week-ends, ou vous faites tourner avec d'autres structures? Si c'est du personnel dédié, est-ce que vous n'avez pas des difficultés de recrutement? Alors, effectivement, j'ai une équipe dédiée qui est à 80%, qui est à temps partiel, qui travaille effectivement uniquement les week-ends et sur les périodes de vacances scolaires. J'ai la chance, effectivement, je peux pas nier qu'il peut y avoir des difficultés de recrutement parce que sur le papier, internat, travail week-end, vacances scolaires avec des enfants à double vulnérabilité, c'est pas ce qu'il y a de plus attrayant. Néanmoins, je crois que j'ai une équipe là qui a compris l'intérêt du projet, qui s'y investit pleinement. Après, pour les difficultés de recrutement, moi j'ai fait attention à élaborer en fait un planning et une manière de travailler avec de la souplesse aussi. Il faut changer un petit peu nos modes managériaux aussi pour pouvoir permettre aux professionnels de rester, de pouvoir continuer à travailler un peu à côté. Ils sont effectivement 8, donc 6 personnes en jour et 2 personnes en nuit. Ils sont à 80% en journée. Donc effectivement, pour l'équipe de jour, il y a en fait les week-ends qui sont comptés comme du temps de travail, mais en fait, il y a toute la dimension où on travaille à côté, où on rencontre les partenaires, on va rencontrer les IME, on peut même faire des immersions en fait au sein des IME quand on a besoin de saisir un peu la notion d'accompagnement des enfants, les temps de concertation, les temps effectivement de visite à domicile qui s'incluent en fait dans le cadre de l'annualisation et où les salariés en fait ont cette liberté-là. Mais aussi cette autonomie-là de pouvoir prendre leur rendez-vous avec les familles d'accueil en fonction des objectifs que l'on a fixés. Mais j'ai une équipe qui est dédiée effectivement au répit et c'est quand même une force puisqu'on a un suivi des familles, on connaît les familles, il y a les enfants nous connaissent aussi et je crois que c'est une des forces, c'est que les enfants nous connaissent. Il n'y a pas ce turnover-là, ils retrouvent les mêmes personnes qui les connaissent bien et qui les suivent. Évidemment, ça fait... Ça, et oui, c'est la différence. Tout à fait. Est-ce que, demande une question de Virginie Durand, pardon, est-ce que ce dispositif met en place des sessions de formation pour les assistants familiaux? Alors, on n'a pas de session de formation, on les accompagne. Pour le moment, ça pourrait être effectivement
une idée qu'on pourrait développer. Hein. Pour l'instant, on est dans l'information, dans l'accompagnement pour qu'ils puissent effectivement surtout comprendre ce qui relève du handicap de l'enfant et ce qui relève des mécanismes qui sont liés au psychotrauma de l'enfant. C'est surtout sur ces points-là qu'on les accompagne. Mais effectivement, on a développé une expertise qui pourrait nous permettre de les former. J'aimerais pouvoir intervenir, d'ailleurs, on en avait parlé, sur les formations des assistantes familiales, déjà pour pouvoir donner un regard, en tout cas, sur la question de la double vulnérabilité. D'accord. Taous Bouakil vous félicite. Il fait une remarque: la fermeture des lits en IME est une problématique supplémentaire, ainsi que l'absence d'IME ouvert 365 jours par an dans certains départements. Oui, effectivement, c'était ça aussi, hein, le point de départ, c'est que quand on a été confronté au fait qu'on avait des enfants, de plus en plus d'enfants qui nous étaient confiés, qui avaient des besoins spécifiques auxquels on n'était pas habitués, nous, hein, et où on n'était pas forcément tous formés et en capacité de répondre, de fait, ça nous a demandé une réflexion pour pouvoir permettre d'être en adéquation avec ces besoins spécifiques de ces enfants. Et Intervalle nous permet voilà ça, et aussi de pouvoir aussi faire tout un travail avec tous les partenaires qui relèvent du champ du handicap, pour pouvoir, comme le disait Laura, par exemple, un stage en IME, un éducateur qui accompagne l'enfant, et de fait, on se rend compte que finalement, cet enfant, il a plein de potentiel, va pouvoir s'inscrire dans le groupe, et puis ça lève des freins sur ce qui était des freins, par exemple, dans un dossier d'admission ou dans un échange avec les parents, et l'expertise particulière vient permettre de faire redescendre. L'idée aussi, c'est que du fait que les enfants sont accueillis à Intervalle, l'équipe Intervalle peut aussi donner des informations sur le vivre, sur le quotidien de cet enfant, et de pouvoir donner un petit peu, lever peut-être des freins pour qu'ils puissent rentrer. Après, il n'y a pas effectivement de solution magique. On est bien au clair qu'on manque énormément de place pour permettre à ces enfants d'être accueillis dans des IME à la hauteur de leurs besoins. Après, ce qui est important aussi et qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on n'est pas un lieu d'hébergement, on est vraiment en fait un lieu de répit. C'est quelque chose qu'on met vraiment en avant et qu'on défend en fait de manière régulière, où on est là sur un temps. Et on n'est pas du tout une solution ou une troisième solution parce que des enfants sont en difficulté, qu'on n'arrive pas à trouver des lieux. On n'est pas un lieu d'accueil d'urgence non plus. Et ça, je crois que c'est important. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est qu'on a toujours maintenu en fait notre cadre d'intervention. On n'est ni un lieu d'urgence et on n'est pas un lieu d'hébergement non plus. Okay. On est là sur une temporalité. On essaie de faire attention conjointement. Lorsqu'on reçoit les dossiers des services ASE des territoires, d'être toujours vigilant à la question de l'aspect qualitatif de l'accueil, qui est primordial pour la constitution des groupes, parce que ce sont tous des enfants porteurs de handicap, mais chacun avec leur spécificité. Donc, de fait, il faut être très vigilant. Et pour le coup, on fait très attention à ça, et on communique effectivement pour permettre que ce nouveau lieu ne soit pas vécu comme quelque chose qui va en fait venir amener une nouvelle difficulté, mais plutôt quelque chose de positif dans le parcours de l'enfant. D'accord, merci. Est-ce que ce dispositif est ouvert aux mineurs non accompagnés ? Alors, ce dispositif est ouvert à tous les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, à partir du moment où un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, il n'y a pas de distinction sur la question de savoir s'il est mineur non accompagné ou un autre type d'enfance. Ce qui fait que l'enfant va potentiellement pouvoir rentrer dans le dispositif Intervalle, c'est le fait qu'il soit confié à l'aide sociale à l'enfance et qu'il ait une double vulnérabilité avec une notification MDPH qui va venir dire que cet enfant relève d'un IME ou d'un CESA d'IME. Et une famille d'accueil en difficulté ou un lieu d'accueil en difficulté. Il n'y a rien qui vient empêcher l'idée que potentiellement ça pourrait être un mineur non accompagné. Entendu. Virginie Durand vous pose 3 questions en une. Est-ce que seule la cigalière intervient sur ce dispositif Intervalle ? Oui, seulement cigalière, oui.
Quel est le budget? Alors là, nous, Ouais. on n'est pas très calés en On ne chiffres. pourra pas vous répondre, mais vous pouvez prendre contact avec notre directeur général si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur le dispositif et de manière un peu plus détaillée. Denis J'allais Pesson. dire qu'au-delà, enfin, je vais peut-être faire Peut-être une qu'il va réponse répondre. qui va pas être très mathématique, mais avec le regard protection de l'enfance, j'allais dire, il y a effectivement, bah, évidemment, ça a un coût, mais il faut aussi voir toute la plus-value que ça a Exactement. sur l'enfant qui est accueilli, sur la famille d'accueil qui le prend en charge, dans la question du bien-être au travail Oui. et du bien vivre sa vie privée, et aussi et surtout sur les autres enfants accueillis. Oui. Ça évite aussi des ruptures pour les autres enfants accueillis. Et on avait une assistante familiale pendant un comité de suivi qui nous avait dit, oui, c'est du répit pour cet enfant, mais c'est aussi du répit pour moi, et ça me laisse du temps pour pouvoir m'occuper mieux des autres enfants accueillis. Donc, ça a un impact positif sur l'enfant, mais au-delà de ça, sur bon nombre de personnes, voilà, ça a aussi un coût quand un enfant est en rupture de parcours et que d'autres enfants, ben, du coup, doivent aussi faire l'objet d'une réorientation. Ça a aussi un coût, alors un coût financier et un coût, ben, j'allais dire, ben, tout simplement pour l'enfant, hein, sur ce que ça va avoir comme conséquence sur son développement et son parcours, la suite de son parcours. Parce que du coup, oui, on a pu éviter de nombreuses ruptures de parcours grâce au service intervalle. Ça, on peut l'évaluer déjà. Avec des assistants familiaux qui sont très, très engagés et qui justement permettent aussi, il faut vraiment leur rendre hommage parce que la question du rôle de l'assistant familial, il est central. Et c'est vrai qu'on a des assistants familiaux, en tout cas pour les situations des enfants qui sont suivis à intervalles, qui sont très engagés dans leur et qui viennent être impactés parfois de manière humaine hein, et personnelle, alors qu'il est nécessaire qu'ils puissent parfois se décaler pour pouvoir mieux continuer à vivre ensemble. Je vous remercie. Je m'excuse auprès de Taous, dont j'ai dit « il », mais c'était elle, pardon madame. Je ne connaissais pas votre prénom. Virginie Durand, vous ajoutez à ces questions un bravo. Travail systémique de premier niveau. Félicitations, longue vie à ce dispositif. Je vous laisserai, mesdames, relire les commentaires qui sont faits. On finit avec une question d'Hugo Gilles. Dont il dit que le projet est très intéressant en tant que projet financé par l'ARS et au vu du handicap de certains enfants accompagnés, envisagez-vous de recruter des professionnels de santé, infirmiers, psychologues, etc. Par avance, je vous remercie de votre réponse. Alors, c'est vrai que c'est une question hein, sur la question des traitements, tout ça. On est en train de... En tout cas, on n'est pas fermé à l'idée. C'est vrai que là, c'est un dispositif qui s'est créé en 2022. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, mais c'est possible, selon les profils. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a dans le parcours des enfants confiés, hein, vous le savez tous, la question du fait que les enfants vont à intervalles, mais il y a tout le suivi et tout l'accompagnement qui est mis en place au quotidien. Dans les services ASE du département, nous avons des psychologues hein, qui font partie de l'équipe pluridisciplinaire de l'équipe aide sociale à l'enfance. Nous avons aussi un service de l'offre d'accueil qui est particulièrement dédié à la question de l'accompagnement professionnel, enfin des assistants familiaux. Ils ont également un psychologue dans leur service. Et voilà, toutes ces personnes, ensemble, toutes ces personnes contribuent à optimiser le mieux possible l'accompagnement de l'enfant et aussi de l'assistante familiale. Nous, on n'est pas sur un but thérapeutique, on est là sur d'autres missions. Et effectivement, par contre, on est toujours en lien avec les psychologues qui suivent l'enfant, si c'est au sein du CESAC, si c'est au sein de l'ASE, on est toujours en lien direct. D'accord. Dernière question, mesdames, pour Sophie Candela qui est encore en ligne. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vous êtes en lien avec les équipes mobiles double vulnérabilité qui interviennent sur votre département? Et puis après ça, on clôturera. Alors, nous, à l'aide sociale à l'enfance, oui, bien sûr. On a un certain nombre d'enfants sur les différents territoires qui peuvent être pris en charge effectivement par l'équipe mobile, mais pas forcément les enfants qui sont accueillis à intervalles. Donc, bien évidemment, sur un certain nombre de situations qui sont confiées à l'aide sociale à l'enfance du Gard,
on est en lien avec l'équipe mobile, tout à fait. D'accord. Et on travaille avec eux. Très bien, merci pour ces précisions. Si vous avez d'autres questions à leur poser ou si vous souhaitez les interpeller, je crois savoir, mesdames, qu'on peut le faire. Vous avez, voilà, il y aura vos coordonnées, il me semble, dans le diaporama. Et écoutez, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir Merci à vous. partagé avec nous ces données et ces réflexions. Merci à toutes les intervenantes que je ne vois pas là à l'écran, mais que je remercie infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.